quelques secondes. Et je suis tellement perturbé que j'ai oublié de mettre l'annonce qu'on est sur Podcut. Monsieur City is part of the Podcut family of podcasts. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai complètement fait à l'envers. Comme quoi, le live, c'est le genre de choses, comme je disais juste avant. Si je devais réfléchir à ce que je fais plus rien. Bon, alors on est là dans l'épisode 8 de la saison 5. On est le 16 octobre 2019 et je reçois ce soir Marion Miclet. Bonsoir. Dont on va parler dans pas très longtemps, comme ça vous saurez qui c'est, sauf si vous êtes déjà suivi sur Twitter. Et alors, celle pour qui, voilà, les recommandations j'ai laissé libre cours, j'en ai pas, tu pourras faire ce que tu veux, t'as tout le temps que tu veux, c'est Yael. Non, et puis j'ai vu ce que t'as écrit. J'ai vu ce que t'as écrit sur le Trello. Il y a des choses que tu regardes, que je regarde aussi. Il y en a une autre que j'ai pas encore regardée, donc ça, voilà, ça m'intéresse de savoir ton avis sur la rentrée. Un relivre. Et puis j'ai une super théorie, grande théorie unificatrice sur la rentrée. Donc. D'accord. Donc voilà, vous êtes pareil pour 3-4 heures à peu près. Nous sommes partis en live pour 24 heures. Non, ça je l'ai fait. J'ai fait 48 heures une fois de live il y a quelques années, je le ferai plus jamais. Tu t'endors après au bout d'un moment. Ou tu réveilles les autres qui sont avec toi. À l'antenne. À l'antenne. Si. Bon, alors, au programme de ce soir, donc, on va parler de New York et de séries avec notre invité. On va parler de recommandations du côté de la rentrée pour Yael. Et l'actualité, comme à chaque fois, je vous ai fait une sélection de choses plus ou moins intéressantes, plus ou moins longues. S'il y a du débat, n'hésitez pas à réagir. Mais voilà, une petite sélection comme d'habitude. Où là, j'ai fait la sélection moi tout seul. Donc c'est vraiment que des trucs qui m'intéressent moi plus ou moins. Allez, c'est parti pour l'actu. Donc, dans l'actu, je commence par un truc qui, juste le titre, m'a fait rire, mais aussi parce que c'est notre ami, le bien nommé Dick Wolf, qu'on appelle Bitlou, en général chez nous. Tu appelles. Non. Je connais des gens qui l'appellent Bitlou. À cause de moi, mais il l'appelle Bitlou quand même. Il ne le sait pas, par contre. Donc, le One Chicago qui prévoit un crossover de donc toutes les séries Chicago façon zombie apocalypse. Oh, wow. Juste le titre, j'étais là. D'accord, on est dans un camoulox, tout va bien. Voilà, j'ai juste lu rapidement ce qu'il y avait. C'est la guerre des mondes un peu. Il y a une bactérie et tout le monde à Chicago est sur le qui-vive. Bizarrement, ça m'intéresserait de regarder le crossover. Parce que je sais pas ce qu'ils vont faire avec cet apocalypse zombie. Mais bon, je ne regarde pas de base les séries de l'ami. Peut-être il y a juste Cécile qui n'est pas là ce soir qui les regarde maintenant. Donc il faudra peut-être lui demander qu'elle nous fasse un petit récap de ce qui s'est passé donc, dans cet épisode. Dont je ne vois pas la date. Je ne vois plus la date. Non, pas du tout. Infection, voilà, c'est... Je sais pas. C'est ce mercredi. Voilà, donc c'est normalement aujourd'hui, ce soir. Donc la semaine prochaine, si Cécile est là, elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Je suppose qu'il y a... Vous avez des réactions? Pas du tout? Juste pourquoi? Je sais même pas comment... Oui, pourquoi Chicago... Puis, en fait, depuis que Sophia Bush a expliqué qu'elle avait été traitée comme de la merde par les gens du plateau, j'ai arrêté de vouloir regarder. Ça peut se comprendre, tout à fait, effectivement. Le fait qu'elle ait dit « Je me suis battue pour cette série pendant des années et à un moment, j'en ai ras la casquette », c'était dans le podcast de Dax Shepard. Je me suis dit... En fait, j'étais tombée dedans à une époque et j'avais genre 2 saisons de retard parce que je regardais toutes les franchises. Et quand j'ai entendu cette interview, j'ai fait « Never again ». Radical. Je me suis dit « Oh cool, je peux virer 70 épisodes ». Je viens de libérer mon TV Showtime, mon bêta série. Je suppose que Marion, tu ne réagis pas, donc tu ne regardes pas. Non, mais j'allais dire, j'adore aussi le podcast de Dax Shepard, donc il est aussi sur ma liste d'écoute, mais j'ai pas encore eu cet épisode, effectivement. Sophia Bush, ouais, c'était bien. Et d'ailleurs, Sophia Bush a un nouveau podcast
Oups, j'ai fait une news. Mais elle a un nouveau podcast. Elle a un podcast qui vient de commencer là, où elle s'intéresse à des sujets sociopolitiques. Elle est super smart. En fait, j'adore Sophia Bush. Bah oui. Je l'aimais bien En fait, j'avais une petite faiblesse pour elle quand je regardais un petit peu One Tree Hill, même si j'en ai pas regardé beaucoup de One Tree Hill. Et je la trouvais, je sais pas, sympa. Et depuis que je la suis sur Instagram, je suis fan. Voilà. Bon, ben voilà. Comme quoi, on peut découvrir des gens. Hyper smart, hyper engagée. Voilà. Oui. Et donc, elle a un nouveau podcast qui s'appelle je ne sais plus comment, mais si vous tapez Sophia Bush Podcast, je suis sûre que vous allez trouver. Oui, je pense que ça ne va pas être trop compliqué à trouver, effectivement. Alors, par contre, dans la rubrique spin-off, reboot, enfin voilà, peu importe, HBO Max nous parle d'un spin-off de Grease qui s'appelle Grease Riddle Eye Musical, voilà, qui est commandé sur HBO Max. Et donc, voilà. C'est bien nécessaire. Enfin, en même temps, je dis toujours Battlestar Galactica. Chaque fois que quelqu'un demande si quelque chose est nécessaire, je dis Battlestar Galactica. C'est vrai. On ne sait jamais ce qu'un truc. Après la défense Chewbacca, la défense Battlestar Galactica, effectivement. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs, une de mes règles de vie, c'est tu ne t'intéresses pas à un truc tant que ça n'existe pas. Je ne me prends pas la tête à l'avance sur des trucs qui n'existent pas. Oui, non, c'est sûr. Moi, tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est cette info, le poster promo qui est sympathique, et le fait que ça se passera aussi dans les années 50, et où, voilà, il y a cette pas guerre, mais voilà, ce conflit entre les Pink Ladies et les T-Birds. Voilà. Donc, pour ceux qui ont aimé le film, j'adore. À voir. Pourquoi pas, hein, on va laisser le bénéfice du doute, effectivement. Par contre, là, c'est vrai que c'est autre chose, c'est sur Apple TV+. Une commande de comédie produite par et interprétée par Jason Sudeikis et coécrite avec Bill Lawrence. Donc coécrite avec Bill Lawrence, c'est un peu une roulette russe. Malheureusement. C'est toujours intéressant quand même. Oui, il y a toujours un petit truc. C'est toujours ça vaut le coup. C'est quoi ces séries ratées? Et là, la série ratée, ah zut, il y en avait une justement, et là j'ai un trou de mémoire. Il y avait Enlisted, c'est lui qui a fait Enlisted? Je pense. C'est lui qui a fait Enlisted, oui, parce que oui, c'est lui qui a fait Enlisted, il a fait Cougar Town, il a fait Scrubs, et il a fait Undateable, mais qui n'était pas raté la dernière saison. Ah, c'est ça, Undateable. Ouais. Ici, c'était un peu raté quand même. Hein. Ils ont fait des trucs intéressants dedans, mais ça n'a jamais complètement... Non, ça n'a décollé que quand c'était en live. Et encore, c'était... Et c'était perfectible, effectivement. Et donc là, c'est une série qui s'appelle donc Ted Lasso, et qui est un personnage, en fait, que Jason Sudeikis avait déjà pris au moment de NBC Sport pour faire des mini-promos. Et c'est l'histoire d'un coach de foot américain qui se voit engagé pour être coach d'une équipe de football, mais en Angleterre. Mais il n'y connaît rien. Voilà, donc ça c'est le pitch de base. C'est vrai que c'est les noms de Jason Sudeikis et Bill Lawrence qui ont fait que je me suis dit pourquoi pas, parce que alors le reste... Mais en même temps, Battlestar Galactica. Exactement. Tu veux le dire à chaque fois? Pourquoi pas? Mais non, mais la réalité, c'est que en tant que sériephile, on a l'impression que ça nous rend plus sophistiqués de faire des pronostics sur les trucs qui risquent d'être bien ou pas, alors qu'en réalité, parce qu'on est vraiment sériephile, on sait qu'en fait, on peut jamais savoir. On peut même pas savoir quand on a regardé 3 épisodes. J'ai Cougar Town, j'ai détesté le début, c'est une série que j'ai regardée jusqu'au bout finalement, tu vois. Donc, who knows? Exactement. Tout ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. Je vais finir par avoir cherché une news toutes les semaines juste pour passer Battlestar Galactica, au cas où. Alors, par contre, ce n'est pas une série, mais on est du côté du late night sur HBO avec Sarah Silverman. Ah oui. Bah écoute. Pourquoi pas? Sans plus. Non, mais moi j'adore Sarah Silverman et je regarde énormément de late night. Cependant, pareil, là pour le coup,
un late night, c'est un truc qui se trouve pendant qu'on le fait, tu vois. C'est vraiment pas un truc de concept, en fait. Ah non, pas du tout. Et donc, du coup, tant qu'on n'a pas vu les 3 premiers mois. Après, franchement, vu que c'est Bill Maher, le gros mec de Late Night, à part John Oliver, mais l'autre célébrité de Late Night de HBO, c'est Bill Maher que je peux pas saquer. Je suis très contente que Sarah Silverman arrive. Voilà. Oui, bon, après, Sarah Silverman, donc c'est pas son premier coup d'essai. Elle l'avait fait aussi sur Hulu, avec I Love You America. Oui, et puis avant, elle en avait encore un autre. Elle avait le Sarah Silverman Show. Ouais. À une époque, je sais parce qu'elle est très fan de ma chanteuse préférée qui s'appelle Jenny Lewis. Et du coup, certains des seules apparences de Jenny Lewis à la télé, c'était grâce à Sarah Silverman. D'accord. Donc ici, globalement, c'est un late night, on va dire, entre guillemets, de plus, mais c'est quand même bien aussi de voir que ce ne soit pas à nouveau un homme donc à la présentation, que ce soit en plus de ça Sarah Silverman. Et par contre, derrière, donc la productrice Amy Zvi, qui était déjà sur I Love You America, est de retour, et est accompagnée de Judd Apatow pour la production. Sous Voilà. de bons auspices. Ça peut être bon, comme ça peut être une catastrophe, parce que Judd Apatow, c'est... Voilà, hein. C'est un peu qui tout double aussi. Hein. Ouais, c'est un artiste, c'est pour ça. Oui, voilà. Et on peut pas faire que des choses bonnes, de toute façon. Ouais. Non, mais donc voilà. J'ai retenu ça parce que Sarah Silverman et aussi le fait qu'on nous dit elle va regarder un peu sur l'actu de la semaine et va aussi interagir avec des appels vidéo en direct. Je sais pas comment ça va se composer réellement, mais c'est ce que entre guillemets, la promo, le pitch du promo nous propose. À voir à nouveau. Non, c'est pas celle qui fait Full Frontal, non, c'est Amy Schumer. Mais non, Full Frontal, c'est Samantha Bee. Oui, non. Oh là là, j'ai mélangé. Amy Schumer, c'est Inside Amy Schumer. Voilà. Non, c'est voilà. Donc non, ce n'est pas elle, Sarah Silverman. C'est encore autre chose. Sarah Silverman, elle est brune. Elle est juive. Samantha Bee, elle est blonde et canadienne. If that helps. Samantha Bee, elle est mariée avec 3 enfants. Sarah Silverman, et elle a des chiens. J'aime bien le raccourci. Alors, elle est brune, elle est blonde. Débrouille-toi. Non, mais et en fait, Sarah Silverman a pratiquement, je pense, depuis très longtemps vécu à Los Angeles, Ouais. alors que Samantha Bee habite à New York. Je sais, on s'en fout peut-être, mais moi, c'est important. Pourquoi pas? Par contre, on s'en fout. Un peu quand même. Mais il y a des nouvelles du reboot de Walker Texas Ranger. Oh, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Interdisez Walker Texas Ranger. Avec Jared Padalecki. Voilà comment accrocher certaines personnes. Non, mais c'est sûr que je vais regarder. En Ranger, ça peut le faire. Non, mais de toute façon, moi, je regarde Magnum, quoi. Donc laisse tomber, je vais regarder ce truc-là, c'est sûr. Voilà, donc en gros, il jouera le rôle de Cordell Walker, et c'est commandé, enfin, en tout cas pressenti pour l'instant en commande, pour la CW. Oh bah tiens. Walker Texas Ranger sur la CW. Oui, mais bon, c'est Jared Padalecki, donc Supernatural. Oui, quand même. Moi, je regarde. Alors que juste avant, je te disais juste le reboot de Walker Texas Ranger. Oh bah non. Tu vois, mais j'ai réalisé Battlestar Galactica. Et toi, Marion, j'ai l'impression que ça te fait réagir aussi un petit peu. Moi aussi, j'ai un crush sur Jared, hein, mais après, bon, est-ce que ça suffit? Je suis intriguée. On va donner le bénéfice du doute. Battlestar Galactica. CW, il y a de tout. Oui, là, je vois que Azerty sur le 34 sur le chat dit que sur la CW, c'est genre la chaîne qui fait de bonnes séries comme Flash, Supergirl, Black Lightning, etc. Alors pourquoi? Mais je pense qu'il y a des personnes qui pourraient te dire, tu trouves que Flash, Supergirl, Black Lightning sont des bonnes séries, donc ça, voilà, il y aura toujours des gens pour te contredire dans un, voilà, c'est ça un peu le problème, c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on aurait pu s'attendre à voir Walker Texas Ranger. Je voyais plus ça sur Fox. Mais moi, j'aurais dû CBS. C'est le truc... Ou CBS, oui, c'est vrai. Ah, tu vois, MacGyver, Magnum... Oui, ils ont tous les reboots. La CW, faut pas oublier, la CW, c'est déjà la fille de WB, finalement, et ça a toujours été des chaînes, vu que c'est des chaînes avec le moins d'audience,
c'est des chaînes qui tentent des choses. En fait, moi, je suis passionnée par la CW. J'aime pas toutes leurs séries et j'en ai plein que je regarde pas. Mais c'est eux qui ont fait Crazy Ex-Girlfriend, quoi. Je veux dire, Ils essayent des choses. Pareil. Et Ouais. ils en ont fait 4 saisons. Moi, j'ai pas regardé la dernière saison, mais pour plein de raisons. Mais je veux dire, cette série, c'est une proposition hallucinante. Aucune autre chaîne n'aurait tenu cette série pendant 4 saisons. Non, c'est sûr. Est-ce que tu crois qu'on aura un Walker Texas Rangers musical? Tout est possible. Tout est possible. Sur la CW, tout est possible. Ouais. Oui. Mais en même temps, il y a les Walking Dead musical qui est prévu dans je sais pas combien de temps. Donc, Mais On a hâte. pour finir sur la CW, il y a aussi l'idée que c'est encore une de ces... Enfin, c'est la seule chaîne où ils prennent des risques, où ils font confiance à leurs créateurs et they foster talent. Tu vois, ils ont une vraie réflexion de studio, quoi. Où Oui. ils gardent les gens et les trucs. Enfin, je veux dire, et comme je dis, c'est des descendants de la WB. Sur la WB, Tu vas y arriver. en 2000, il y a J.J. Abrams, Joss Whedon, Berlanti, Amy Sherman-Palladino c'est et vrai. Ryan Murphy, quoi. Tous Ouais, ces ouais. gens-là, ils ont commencé sur la WB. Donc CW, c'est un peu ça aussi. C'est des talents qui apprennent leur travail, quoi. Ouais, En ouais. faisant des trucs de moi, donc c'est pour ça. Même en fait, si je regarde pas beaucoup de séries de la WB actuellement, j'ai tendance à soutenir par principe cette chaîne. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Alors, là, c'est autre chose. C'est un projet sur la vie, la carrière musicale, mais au tout début, de Mandy Moore chez ABC. Ah oui, j'ai vu passer ça. Enfin, c'est sur sa vie, c'est inspiré de sa vie dans les années 90 en tant que pop star, voilà, un drama pop star qu'elle produira, voilà, pour ABC. C'est toujours pour l'instant en voilà potentiel. J'ai vu passer... Pourquoi j'ai vu passer un truc qui m'a donné envie? Il y a qui joue dedans ou qui est-ce qui écrit? Il n'y a pas un truc comme ça parce que j'ai l'impression Là, que ça pour l'instant, m'avait... c'est derrière le projet. Il y a Amanda Lasher qui est donc The Bold Type et Gossip Girl qui se trouve Oui, c'est derrière. pour ça. Et elle a bossé sur Sweet Vicious. C'est pour ça. Et alors aussi avec des showrunners de This Is Us. Bah écoute, elle travaille aussi avec This Is Us, donc bon, bah, voilà. Oui, non, je sais, mais je fais partie de la minorité des gens qui détestent This Is Us, donc voilà. Et je ne reproche pas aux gens d'aimer, hein, je ne... Non, mais bien sûr. Non, mais parce que des fois, les fans de This Is Us, ils prennent un peu mal quand je commence à dire du mal de la série. J'aime This Is Us, j'ai pas aimé la saison précédente. Là, je commence à avoir un truc qui, on va dire, c'est confortable. C'est sympathique. Mais c'est plus la saison 1, ça c'est clair. Mais je comprends très bien qu'on ne puisse pas aimer, ça c'est tout à fait normal. Hein. Je pense qu'en général, en fait, This Is Us, c'est soit on y est hermétique, soit on accroche. Et Ouais, si on accroche, c'est pas pour tout le temps. C'est une des séries qui m'a le plus énervé ces dernières années avec Game of Thrones. Alors, j'ai pas passé pour un con, mais elle a fait quoi de spécial Mandy Moore? Mais dans les années 90, c'était une wannabe Britney Spears, si je me trompe pas. Mais moi, je la connaissais pas dans les années 90. C'était le début des années 2000, donc est-ce qu'on est en train d'aller vers une nostalgie des années 2000 qui sont à peine derrière nous, mais... Ouais, c'est ça. C'est juste qu'elle avait un bon prod pour pitcher le truc à la chaîne. Hein. Oui, et puis bon, maintenant qu'elle a un peu plus de notoriété grâce à This Is Us... Et qu'elle essaye de se rétablir un peu dans la musique. Ah bah oui, voilà, donc... ressources. Effectivement, elle s'inspire de sa vie, pourquoi pas? Après, ça peut être intéressant au niveau pitch. Parce que Mandy Moore, moi, je m'en souviens pas trop au niveau musique, je m'en souviens juste comme la petite copine de JD dans Scrubs. Bah, moi aussi. Qui va jouer Mandy Moore jeune? Est-ce qu'ils vont la rajeunir comme ils la vieillissent dans This Is Us? Non, c'est la question. Vu que c'est pas vraiment je pense que c'est elle, une autobiographie, très jeune, hein, non, ce sera une adolescente dans le même genre, mais on verra. Mais non, moi, on dit, j'étais pas née, bah oui, voilà. Et non, et Mandy Moore, pour moi, j'ai appris qu'elle chantait quand elle a fait Tangled, qui s'appelle Réponse, ouais. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, avec Zachary Levi. Qu'est-ce que c'est beau. For the first time. Non, ça fait... Non, mais on n'est pas dans Monsieur Série Karaoké, hein. C'est pas ce soir. L'épisode musical, c'est pas encore pour maintenant. On doit l'écrire d'abord. On doit apprendre à chanter aussi. Je chante très bien. Non, mais je parle pour moi aussi.
Mais surtout, j'ai commencé à chanter Frozen, je me suis trompée de film. Oh là là, le mélange. Et puis tu pars sur Vaiana. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais retenu, c'est déjà pas mal, ça fait une bonne petite sélection d'actualités. C'est des petits trucs qui se passent comme ça, il n'y avait pas non plus énormément de choses. J'en ai oublié une, je viens juste de le voir en remontant le Trello. Sunnyside a été déprogrammé et sera remplacé par Will and Grace après 3 épisodes. Voilà. C'était pas très drôle, donc je voulais soutenir la série, mais j'étais pas vraiment... Mais je voulais aussi, j'ai voulu. Mais c'est moi ou c'est Kal Penn qui est pas bon, en fait? Ou c'est le personnage qui était mal écrit? Mais en fait, Kal Penn, j'avais le même problème quand il est dans How I Met Your Mother. En fait, il est peut-être pas terrible, ce mec. Mais Kal Penn, le souci... Parce que moi, je l'aime beaucoup, mais est-ce que c'est parce que je le trouve sympathique que je croyais qu'il était bon comédien? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais... C'est la grande question que je me pose. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un peu violent quand même de se dire, voilà, au bout de 3 épisodes, là, c'est même pas genre annulé, c'est déprogrammé, on met Will and Grace qui revient un peu plus tôt, et le reste, ce sera en ligne. Pour les épisodes qui restent. Après, bon, j'en ai parlé longuement aujourd'hui sur Twitter, justement, de Sunnyside, comme quoi je lui disais qu'il y avait des problèmes fonctionnels derrière tout ça, dans cette comédie d'ensemble qui n'a d'ensemble que le nom. Même si on ne le voit pas, ça tourne autour de Kal Penn qui n'est pas merveilleux, et c'est des clichés dans tous les sens, alors que ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant dans le message, surtout vu le climat politique actuel, ça aurait pu être très intéressant. Mais tu sais ce que je pense? Je pense que c'est un exemple classique de executive fuckery. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont mis les mains dedans sur ce pilote et sur cette série. Ça sent le truc qui a été réécrit et repensé et rechangé 8 fois parce qu'ils avaient peur, et du coup ça finit par un truc bâtard, quoi. Ça sent ce truc parce que clairement il y avait une intention forte derrière, et ça ressemble pas à un truc fort. Non, pas du tout. C'est le genre de truc à la con où, tu vois, si ça se trouve, l'exécutif qui a commandé la série, c'était plus lui qui était à la tête du studio ou de la chaîne une fois qu'ils sont arrivés en prod. Tu vois, ce genre de situation. Parce que quand une série est déprogrammée au bout de 3 épisodes, ça veut dire que la personne qui est dans la chaîne s'en fout. Ben oui. Donc généralement, ça veut dire que c'était un bébé de la personne d'avant, ou d'un exécutif qu'il aime pas, ou d'un truc comme ça. Donc ça c'est de la network fuckery. Autant j'adore les grandes chaînes et je préfère les séries grandes chaînes, autant ils sont tellement doués pour foutre en l'air un projet quand ils veulent. Mais ce que tu me dis là, c'est vrai que ça met la lumière sur en fait plein de questions que je me posais. Et moi, je suis à jour parce que je me suis dit, je vais quand même lui donner sa chance. Tu vois, voilà, un pilote. J'ai vu 3 épisodes aussi. Pardon ? Moi aussi, j'ai vu 3 épisodes. Voilà, je suis à jour dedans. C'est vrai que par rapport au pilote, il y avait des choses où on sentait un potentiel un peu meilleur, mais ça marchait pas. Il y avait un truc qui était cassé. Ouais. Et c'était vraiment, et ça en est dommage parce que, comme je dis, voilà, moi j'avais pris l'exemple de Superior Donuts. Ah oui, mais j'adorais Superior Donuts, c'était trop bien. Je dis pas que c'est la même chose du tout, mais on sent qu'on aurait pu avoir un message un peu dans ce genre-là. Malgré tout, mais non, il n'y a rien. Le message ne tombe jamais comme il faut. Et l'humour ne tombe jamais comme il faut, ce qui est dommage pour une comédie quand même. Ouais. Ou alors c'est du déjà vu, c'est déjà réchauffé. Pardon ? La sœur était excellente. Ouais, mais on la voyait pas tant que ça. Enfin, oui, mais est-ce que elle, en tout cas, je lui gardais son nom, je mets de côté et je la suis parce qu'elle était vraiment parfaite dans toutes les scènes dans lesquelles elle jouait. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est dommage, et c'est encore plus dommage, c'est vrai que si c'est potentiellement voilà, la chaîne qui a mis un peu son grain dedans et a bousillé le bébé, ce sera encore plus triste. Et c'est vrai que en général on annule, on laisse terminer quelques épisodes puis on annule, mais là c'est genre non, hop, tu dégages. Quand on voit les autres séries de la NBC actuellement, on peut se demander comment ça se fait que ça soit pas déjà arrivé. Même si on peut trouver que la qualité est meilleure, les scores globalement de tous les networks en ce moment, c'est pas la joie du tout. J'ai déjà parlé dans ce podcast du podcast sur des scénaristes américains auquel je suis accro, Writers Panel. Oui. Parce que quand tu écoutes ce podcast régulièrement, en fait, tu as 1 milliard j'exagère, mais énormément de professionnels qui vont raconter des cas très spécifiques
Ouais. En fait, ils parlent vraiment de leur job. Et du coup, tu commences à recouper des histoires de séries que tu as vues mourir. Et tu commences à découvrir des trucs. Et par exemple, moi, Firefly, par exemple, c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. C'est le mec qui a commandé Firefly, il était plus chez Fox une fois qu'ils étaient prêts à mettre le truc en ligne, en fait. Enfin, d'ailleurs, non, une fois qu'ils étaient prêts à pick up le pilote, ils ont tourné le pilote, ils ont regardé le pilote, les nouveaux, ils ont fait « Ah, mais je comprends rien, vous pouvez pas me proposer un autre épisode ?» Ils ont proposé l'épisode 3, et les mecs ont dit « Ah, ben, on va mettre ça en premier. » Et ils ont foutu en l'air la série. Et du coup, il y a 1 milliard d'exemples comme ça, et effectivement, généralement, en fait, quand un truc fonctionne pas, il n'y a pas de mystère, c'est qu'il y a eu un... Et l'idée, c'est pas que les exécutives ont toujours une mauvaise influence. Non, mais c'est que quelqu'un s'est mêlé au truc qui n'était pas fan du projet, en fait. Ouais. Et après, ça, c'est l'histoire de toute l'industrie de la télévision française, en même temps. Donc, c'est tous les projets qui passent comme ça. Mais à l'inverse, on a aussi certaines séries qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu un exécutif persistant. Et je lisais justement la Seinfeldia sur la naissance de Seinfeld, qui a eu des débuts où il y a eu plusieurs rescue operations et finalement qui est devenu un phénomène. C'est rigolo que tu dis ça parce que j'ai pensé à Seinfeld aussi, parce que le truc de Seinfeld aussi, c'est qu'il y a eu la grève des scénaristes et qu'à un moment, ils n'avaient rien à foutre à la télé parce qu'ils n'avaient plus aucun programme et du coup, je ne sais plus s'ils ont rediffusé Seinfeld ou ils ont diffusé des épisodes qu'ils avaient décidé de pas mettre à l'antenne et que c'est là que ça a pris parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télévision. Et en fait, c'est ça, je me disais, Sunnyside, si ça se trouve, s'il n'y avait rien d'autre à la télévision, ça aurait pu avoir une vie. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a jamais plus rien à la télévision. Là, c'est fini ça, c'est fini ça. C'est clair. Mais non, mais quand je parle du network fuckery, ça veut dire quand ils font mal leur boulot. Moi, je crois fondamentalement au rôle des exécutives et des studios et d'avoir de bons... Moi, c'est ce qui me dérange le plus dans l'industrie française, c'est que les gens qui achètent les programmes ou qui produisent les programmes, selon moi, ne sont pas assez fans de séries, en fait, en général. Ouais. Et du coup, ils essayent de faire rentrer des ronds dans des carrés et vice-versa. Et surtout, en plus, ils essayent de tout contrôler avant même qu'on passe au tournage. Donc, c'est... Voilà. Mais en réalité, moi, mon rêve, c'est d'avoir un super directeur des programmes français qui, justement, selon moi, ce qui n'a pas encore existé, enfin, ce qui n'a plus existé depuis 30 ans. Parce que oui, un exécutif, ça peut être génial, ça peut sauver une série. Mais d'ailleurs, il y a plein de séries qui n'existent que parce qu'il y a un mec ou une nana dans la chaîne qui aimait la série et qui, du coup, a décidé de la garder, quoi. Et ça, dans l'histoire même de la télé américaine, ça a été comme ça pour pas mal de choses, hein, où en gros, c'est une seule personne qui a dit non. Vous faites ce que je dis, voilà, ça va marcher. Puis avec le temps, ça a pris. Mais maintenant, à l'heure actuelle, où ça doit tellement bouger vite, il y a tellement de projets derrière, tu n'as plus vraiment cette possibilité, cette chance-là. Je pense que c'est aussi une question de relation personnelle. Tu vois, The Good Place, ils ont dit à Mike Schur, tu fais ce que tu veux. On te donne 13 épisodes. Vas-y. Ouais. Il y a eu la même chose avec Cheers, en fait, à l'époque. Hein. Ouais, mais il y a aussi l'idée que c'était Mike Schur. Mais tu vois, Mike Schur, c'était il y a 3 ans, tu vois, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et puis, et là, en plus de ça, Sunnyside, derrière, c'est la boîte de prod aussi de Mike Schur. Oui, je sais. C'est d'autant plus... Mais c'est pareil, je me demande vraiment ce qui s'est passé avec Abyss aussi. Tu vois, là aussi, je me pose des questions sur Abyss. Ouais, parce que... ça prenait pas non plus, et je sais pas trop pourquoi, en fait. Non. Pour moi, Abyss, ma théorie, c'est que Abyss, qui était pour moi probablement un projet très important pour Mike Schur, même si c'était pas son bébé à lui, parce que c'était Cheers, mais avec une nana, avec Nathalie Morales au milieu, et à mon avis, ça fait des années qu'il essaie d'écrire un rôle pour Nathalie Morales. Ça m'étonnerait pas, oui. Et du coup, ça n'a pas pris, et après, en fait, récemment, il a annoncé qu'après The Good Place, il allait plus créer ses propres séries, il allait se concentrer sur le fait d'aider d'autres gens à créer des séries. Et pour moi, c'est à cause de Abyss. C'est parce que il a pour moi, dans ma théorie intérieure, je me dis qu'il a dû se dire putain, j'ai raté le coche avec Abyss parce que peut-être que j'avais pas assez de temps, ou je m'en suis pas assez occupée, ou je sais pas ce que j'ai pas fait. Et donc, il veut plus que ça se reproduise. Moi, c'était quand j'ai lu la news, là, je suis sûre que c'est à cause de Abyss. Puis avec Sunnyside, ça va deuxième. Là, je suis d'accord aussi avec Azerty, c'est que Abyss, moi,
j'y voyais en fait du potentiel, j'ai trouvé ça assez cool, et puis le tournage comme ça en extérieur, et ça donnait voilà, une ambiance assez spéciale, mais on sent qu'en fait, finalement, on lui avait promis pas mal de choses, et on lui a enlevé plein de possibilités au créateur juste au dernier moment, et puis il a fait avec ce qu'il avait, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Il y a comme ça des ratés dans l'histoire de la télé. Il y en a plein. Et en parlant de ratés, vous avez vu aussi la photo de Jennifer Aniston sur Instagram? Oui, mais pourquoi rater? Bah, c'est flou, mais c'est adorable. Bah oui, voilà. mais, moi, je pense pas que c'est flou tant que c'est juste, il n'y avait pas assez de lumière. On se dit Ouais. quelle est la qualité de l'iPhone qu'elle a. Je Mais sais pas. après, je pense que c'est dans le son trop sombre en fait. Ouais, Mais non, clairement. ça fait partie du truc, du plaisir. Moi, c'est que il y a une nana que je suis sur Instagram, une artiste new-yorkaise, musicienne, et elle ne poste que des photos de merde. Enfin, volontairement, t'as l'impression. Tu vois, que des photos qui, on dirait, prises dans les années 70 avec un appareil photo pas terrible. Tu sais, à l'époque, on prenait des photos et on fallait attendre qu'on les développe pour voir la tête qu'elles avaient, pour voir si elles étaient floues. Mais c'est ça qui est attachant avec cette photo, c'est que la génération des acteurs de Friends, c'est pas la génération des réseaux sociaux. Là, elle vient de s'y mettre, alors que ça fait des années qu'elle aurait pu avoir son compte, et c'est pour ça que c'est attachant de voir. Et ce qui est encore plus attachant, c'est une des réponses de Courtney Cox à son post, qui disait Hi Jen, welcome to the social media world, it sucks, you're gonna love it. Et là c'est juste génial quand tu es fan de Friends, c'est ok, ça fait directement rapport au premier épisode, au pilote quoi. C'est la fin du pilote. Mais moi, je m'inquiète un peu pour Jen, parce que je pense que la raison pour laquelle elle n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle se fait commenter en long, en large. Bah ouais, c'est ça. Elle est dans un objet du public constant depuis. Ouais. Je pense que peut-être que ce qu'elle a réalisé, et probablement en bossant avec Chris, elle s'en est rendu compte, parce que the morning show is coming. Oui. C'est qu'en fait, tu peux aussi. Alors, tu vas continuer à être commenté et jugé, mais tu peux aussi reprendre en main ton image publique. Contrôler ton image publique un peu plus, ouais. Et y compris pas de façon, justement, en montrant l'authenticité de l'image publique. T'as plein de versions. T'as aussi une version où tu te montres comme t'es en vrai, quoi. Si t'as envie. Ouais, tout à fait. Enfin, I'm excited. Moi, j'ai commencé à la suivre immédiatement. Moi aussi. Et alors, pour information, la semaine prochaine, dans l'épisode de Monsieur Série, on parlera du pilote, un rétro-pilote de Web Therapy, avec Lisa Kudrow. Voilà, donc... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont jamais regardé, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, c'était une bonne série Showtime qui n'a pas vraiment bien duré, mais c'était très intéressant. Très très intéressant, on en parlera la semaine prochaine. Bon, par contre, tant qu'on est dans Friends, New York, tout ça, hop, transition toute trouvée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer directement donc à l'invité. Voilà, bon, après ces news, on va pouvoir enfin parler de toi, Marion. Mon sujet préféré. Attends. Ce livre que j'ai terminé ce matin. Waouh. Perfect timing. Ah oui, non, il le fallait. Il le fallait, et surtout je voulais pas non plus me dépêcher à 100%, c'est pour ça que j'ai donné un peu de temps entre le moment où je t'ai invité et le moment où on enregistre. Donc ce livre, c'est Découvrir New York en série, mais il existe aussi Découvrir Londres en série. Voilà, moi j'ai un amour pour New York, donc Londres, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est juste que quitte à choisir, je prends directement un truc. C'est bizarre parce que c'est aussi, on en parlera, c'est aussi un guide. C'est assez bizarre, c'est que comme j'y suis déjà allé, j'aime la ville, lire un guide, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas qu'un guide. C'est aussi un voyage à travers les séries, à travers l'histoire du personnage qui est New York, pour la plupart des séries qui sont... pour toutes d'ailleurs, toutes les séries qui sont citées dedans. Et le côté sociologique.
voilà, tu dépeins dedans, ce n'est pas juste une collection d'images de vous avez vu ça dans cette série, vous l'avez vu dans cette série, ils vont manger là, ils vont faire ça voilà, dans telle série. Ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a même parfois un peu de critique de série derrière, très légèrement, mais on sent que certaines choses tu aimes et d'autres un peu moins. Euh, Voilà, c'est une impression que j'ai en le lisant. Ouais, c'est Et vrai. c'est un livre qu'on trouve depuis mai 2019, Oui, qu'on trouve un peu partout, pour, je crois oui, que c'est, dans toutes les bonnes librairies, voilà, en ligne. pour un peu moins de 20 euros, si je me trompe pas, c'est ça, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, peut-être parce que vous avez sûrement un public international, il existe aussi la version anglaise Mm. qui est parue sous le titre Binge Watching New York et Binge Watching London. Voilà, donc en plus de ça, vous avez une version anglaise, comme si t'avais pas assez de travail, de recherche, C'est ça. je vais le faire en 2 langues, 4 bouquins. Boum, 4 livres. Ouais. Surtout que ce sont pas des petits guides qui font Ouais, genre 50 pages, c'est quand même, on est à 400, presque 400 pages. ouais. Oui, c'est ça, Mais c'est pas très loin. c'est c'est exactement ce que tu disais, c'est bien résumé. L'idée, c'était effectivement de faire des livres un peu hybrides entre le guide de voyage et l'essai sur la télévision. Ouais, Donc on retrouve vraiment tous les éléments du guide avec le design, beaucoup de photos prises par mes soins à New York. très belle photo d'ailleurs. Et merci. Et des cartes faites sur mesure. On a Ouais, aussi des visites guidées. Mais vraiment, à la base, le projet, c'était d'explorer la représentation de New York et de Londres dans les séries avec cet angle d'analyse socio-historique et socio-culturelle. Donc voilà. oui, parce que C'est d'ailleurs, pour ça qu'ils sont assez lourds. non, franchement, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est vrai que bon, c'est le premier chapitre. Mais c'est un chapitre qui m'a bien marqué, c'est qui part sur le concept, enfin le concept, la réalité même de l'American Dream, Mhm. tout en prenant donc voilà le côté historique par rapport à la télé, et le côté justement série, comment il est représenté avant et après le 11 septembre. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ça permet de se remettre un peu en place dans l'histoire même de la télévision, de pourquoi certains choix ont été faits, pourquoi certains types de séries existent et ont existé. Et ça permet c'est une mise en bouche assez historique qui fonctionne, en tout cas pour moi, très 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 bien. Parce que par la suite, c'est surtout plus comment dire, des séries qui sont prises en compte, hein, Sex and the City, Girls, Friends et Seinfeld, mais aussi le côté super-héros, les policiers, et voilà, ce genre de chapitres. Mais j'ai trouvé ça comme entrée en matière. Parler de l'American Dream, je me suis dit, en fait, c'est fou, c'est logique, mais je l'ai pas encore lu ailleurs. Et on avait reçu, je sais plus si c'était l'année dernière, il y a une mémoire de poisson, mais enfin, oui, c'est comme ça. Fan Trippers pour justement son guide de New York, qui lui est très film, culture pop, etc. Donc ça va beaucoup plus loin. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas aussi fouillé, c'était pas le but non plus. Là on est plus dans la photo et dans j'ai retrouvé ça, vous pouvez aller voir ça. Là ici, j'ai vraiment bien aimé le fait que il y a toute cette partie historique et cette partie analyse, que finalement parfois, avant de commencer réellement la visite, on a quelques pages d'analyse de la série ou du courant avant de se dire, alors finalement là-bas on pouvait manger telle chose, ou vous pouvez aller au musée, ou alors voilà, un musée des appartements, je pense que c'est dans l'American Dream, je sais plus le nom exactement, par contre j'ai un trou de mémoire, de ces types de bâtisses très particulières. Et ça, j'étais très satisfait, parce que c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je vais encore avoir quelque chose que j'ai déjà lu, parce que j'en ai quelques-uns de guides de New York, ou est-ce que je vais réussir à trouver des choses. Et là-dessus, je n'ai rien à dire. J'en ai eu vraiment pour mon temps de lecture. Et je conseille d'ailleurs de le faire avec une playlist Spotify New York Jazz Lounge. C'est parfait. C'est ce que j'ai fait. Bah, Donc ça me voilà. fait très plaisir. Et c'est vrai que le côté historique, il ressort pas mal, puisqu'en fait, à l'origine, pour
pour peut-être expliquer comment tout le projet avait commencé. Oui. Donc j'ai vécu 5 ans à New York et je travaillais au Museum of the Moving Image, qui est un peu comme la Cinémathèque française à Paris. Mhm. Donc à la fois un musée sur l'histoire du cinéma avec aussi des rétrospectives, etc. D'ailleurs, ils avaient fait une exposition Mad Men qui était très bien il y a quelques années. Et en fait, je suis rentrée à Paris et New York me manquait énormément. Et j'écrivais à l'époque pour un blog qui existe toujours, qui s'appelle sériechérie.com. Oui, on connaît bien. Et j'avais envie de parler de la représentation de New York dans les séries. Et là, j'ai suivi une trame chronologique. Donc j'avais commencé, je voulais couvrir l'âge d'or des séries actuelles, donc les années 90 avec Seinfeld jusqu'à nos jours, Mhm. et voir un peu comment le 11 septembre, effectivement, avait eu un impact et comment la ville avait été transformée et que ça se voyait dans les séries. Et du coup, j'ai pitché cette série d'articles à un éditeur qui m'a tout de suite donné le feu vert. Et c'est là qu'on a discuté justement de comment mettre en valeur et organiser ce contenu qui serait quand même assez riche, puisque l'idée c'était de partir vraiment dans l'histoire et comment en fait, New York est un peu un personnage à part entière dans les séries. Et Mhm. c'est là qu'on a pensé plus au format guide de voyage avec donc des itinéraires, etc. Et, et pour reprendre aussi sur le American Dream, en fait, c'était aussi un peu New York, c'était mon American Dream. Et Mhm. c'était ça aussi qui me plaisait dans ce chapitre et que j'ai voulu mettre en premier, c'est que en fait, voilà, les guides, ils sont écrits pour des gens qui connaissent ou pas New York, Mhm. parce que je pense qu'on a un peu tous cette collection d'images, cet Ouais. imaginaire de la ville à travers les séries. Et on a tous un peu un aperçu déjà avant même d'y avoir mis les pieds parfois. Mhm. Et en même temps, parfois, quand on s'installe à New York, il y a des aspects qui sont peut-être plus difficiles, ou c'est une ville assez énergétique, ça va vite, c'est dur parfois. Et donc, je trouvais qu'il y avait pas mal de séries qui montraient un peu les différentes facettes de ce rêve dans sa version new-yorkaise. Et je trouvais ça bien de commencer avec ça, puisqu'en plus, comme on couvre plusieurs séries, on va un peu aux quatre coins de la ville déjà avec ce premier chapitre. On va de Wall Street avec donc le monde de la finance et la série Billions. Et puis on part aussi à Broadway, Times Square avec les séries musicales et le Ouais, rêve yes, un peu vache. de... Voilà, donc Mhm. enfin voilà, pour moi c'était un peu évident de commencer par ça. Et après, effectivement, il y a des chapitres qui sont plus consacrés à une série en particulier, euh, parce qu'elle représente vraiment aussi un peu l'essence de New York d'une façon particulière et dans un quartier spécifique. Donc Seinfeld dans le Upper West Side, avec Girls, on va à Brooklyn, etc. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est le truc avec New York, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres villes qui font cet effet-là, c'est que tu as tellement d'images dans des films, dans plein de séries et plein de choses, c'est qu'une fois que tu arrives sur place, même pour la première fois, tu as un côté familier, et c'est assez étrange, alors que tu y es jamais allé, et tu arrives, tu dis, Ouais. c'est bizarre, j'ai l'impression que tu y es déjà passé, en fait, et de sentir un peu, pas comme chez toi, mais c'est assez étrange. Et c'est vrai que là-dedans, dans le livre, c'est American Dream, et c'est le rêve de ceux qui sont sur place, mais aussi le rêve de ceux qui voudraient y aller, juste même en tant que voyageurs, ce rêve américain, et ce rêve de New York aussi, parce que c'est plus le New York Dream que vraiment l'American Dream. Ouais. Oui, c'est vrai, on a tous un peu ça. Et j'entends un écho, c'est ma voix. Ah. Pardon. Et en fait, oui, ce qui était intéressant et qui est un peu devenu le fil conducteur dans le choix des séries et dans la construction des chapitres, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est vraiment une série new-yorkaise? Et quand on Mhm. commence à regarder, il y en a qui sont peut-être les plus iconiques, qui en fait étaient tournées à Los Angeles, comme Ouais. Friends, Seinfeld. Feld, Mad Men. Ouais. Et du coup, au-delà voilà, comme tu disais, le but, c'était pas du tout de lister des lieux de tournage ou des adresses, même si bien sûr les adresses emblématiques sont là, Mhm. de l'immeuble de Friends au diner de Seinfeld. euh,
etc. C'était plus vraiment répondre à cette question, qu'est-ce qui fait que cette série est si new-yorkaise et quelle projection de la ville elle donne, comment elle représente le style de vie de personnages qui sont peut-être un microcosme ou une tranche d'un style de vie new-yorkais, un milieu. Donc voilà, c'était un peu ce que j'appelle dans le livre New Yorkiness, qui est un peu une signature de la ville. Ouais. Et c'est comme ça que je suis partie sur New York. Et après, c'était aussi ce qui a guidé avec Londres, où on avait vraiment envie de parler de... Enfin, j'ai choisi des séries là où c'est peut-être moins exhaustif que New York, où New York, j'ai vraiment essayé de caser toutes les séries new-yorkaises. Londres, j'ai fait des choix plus thématiques, mais toujours avec cette idée de quelles sont les séries qui nous montrent plus le vrai Londres, ou le Londres rêvé un peu. Justement, tu dis que tu as essayé de placer toutes les séries, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'arrive vers la fin, je fais, c'est bizarre, j'ai pas vraiment eu de cette série-là ou machin. Puis alors, il y a la partie bonus un peu sous forme de quiz qui permet d'essayer de deviner, et j'étais content quand je suis tombé sur Bored to Death, parce que j'étais là, je fais, ah, elle est là. Parce que, parce que Bored to Death, pour moi, c'est... peut-être que pour moi, mais voilà, ça fait partie vraiment de l'imagerie New York et de la série new-yorkaise que je pourrais conseiller aux personnes qui me disent quelle est une série new-yorkaise que tu pourrais me conseiller, qui ne sont pas forcément Friends, etc. Et Bored to Death, ça vient automatiquement en tête, alors que bon, c'est pas une série qui a duré super longtemps, c'est 2 saisons, je pense, 3, peut-être 3. Mais et j'étais super content, je dis ah, ouf, elle est dedans, parce que sinon je pense que j'aurais noté genre, alors il manque Bored to Death, c'est pas normal, mais bon, c'est dit dès le départ que ça ne peut pas être exhaustif, et c'est normal, mais bon. Après, même quand les choses sont pas exhaustives, c'est vrai quand on est sériephile, on a du mal à lire ce genre de trucs et à pas. En fait, c'est une façon aussi de tester l'auteur, en fait. Est-ce qu'il est comme moi? Est-ce qu'il a mes goûts? Est-ce qu'il a pensé la même série que moi? Enfin, c'est une façon de dire, voilà. Parce que finalement, malgré toutes les réductions, est-ce qu'il s'y on a connaît envie vraiment de se connecter émotionnellement avec l'auteur, quoi. le petit côté un peu prétentieux. Mais est-ce qu'il s'y connaît vraiment, série? Non, ça, c'est pas ça. Je parle pas de ce côté-là. Non, mais ça, on pourrait penser ça, quoi. La version positive de ça, tu vois. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui va se dire « Mais il connaît rien !» Non, mais disclaimer, je n'ai pas vu tous les épisodes de toutes les séries qui sont mentionnées. Et je suis aussi extrêmement frustrée moi-même que des séries que j'adore, mais qui sont sorties finalement après. Oui. Donc j'ai à peine pu mentionner Succession, qui est pour moi la série new-yorkaise du moment, et qui vraiment nous plonge dans un microcosme très riche new-yorkais, mais qui est tout à fait représentatif d'une tranche de la population. Hein. C'est assez fascinant, repoussant en même temps. Il y a une série aussi, Pose, qui, je pense, aurait vraiment eu sa place, puisqu'elle... les années 80. Elle se concentre sur les années 80, la scène underground du voguing. Enfin, c'est vraiment... voilà. Donc, même moi, il n'y a pas toutes les séries que j'aurais... C'est ça, c'est ce que justement dans les questions que je t'ai fournies tout à l'heure, c'était voilà, les pistes que moi je prenais, c'était déjà de savoir si tu avais regardé, tu avais fait des intégrales de toutes les séries, parce que il y a souvent des petits moments qui sont écrits avec le numéro de l'épisode, la saison qui est dedans. Et j'étais là, je fais... C'est pas possible, ou alors c'est vraiment une recherche précise et puis on tombe sur l'épisode, donc je suppose que c'est ça qui s'est passé, plutôt que je regarde toute la série puis je dis ah tiens, cet épisode là finalement je vais l'insérer dans le livre, ça aurait été peut-être un peu très long en fait. Il y avait un mélange des deux, hein, donc il y avait des moments moi qui me revenaient, il y avait des choses sur lesquelles je suis tombée dans mes recherches, mais comme l'idée c'était de justement de pas faire ce côté un peu liste ou catalogue, ça me donnait aussi la liberté de construire les itinéraires où à la fois on a des adresses qui sont donc vraiment des adresses de tournage ou des lieux visibles dans la série, et en même temps des choix de
qu'est-ce qui représente le mieux cet univers. Si la série en plus n'est même pas tournée à New York, pour Friends, vous ne pourrez pas aller au Central Perk, mais il y a une scène de coffee shop new-yorkais qui rappelle cette atmosphère un peu justement de village dans le Greenwich Village à Manhattan, où on se retrouve entre étudiants ou entre au début de l'âge adulte, et on peut retrouver des endroits qui sont un peu l'équivalent de là où en fait les Friends iraient. Mais ça, c'est quelque chose que forcément, moi, une des choses que j'ai cherché parmi tant d'autres quand j'y suis allé. J'y suis allé 2 fois. La dernière fois, c'était pour les fêtes de fin d'année. Une période parfaite pour aller à New York, je vous le dis. Vraiment, sacrée ambiance, ouais. Ah, c'est juste magique. Même si on a failli ne pas rentrer à cause d'une tempête de neige. Mais... oui, voilà, mais c'est le fait de les voir comme ça, de se retrouver devant, ça donne vraiment une impression un peu bizarre, et de chercher aussi. Alors ça se trouve où sur la carte, et puis tu te rends compte que en dessous, je sais plus ce qu'il y avait au moment où j'y suis allé, mais il y avait pas grand chose. Il y avait une boutique une friperie juste en face. Pas très très loin. Je pense qu'on avait mangé une pizza un peu avant, mais ça n'avait rien à voir avec la logique vraiment, en fait, si on suivait la logique de la série. Mais malgré tout, ça fonctionne. C'est vrai que ce sont des choses qui fonctionnent très très bien. J'avais une question. C'est une ville qui change tellement vite aussi. Ah bah oui. Que moi j'étais je me suis retrouvée à la peur dans le village parce qu'on a squatté quelque part pendant quelques semaines en mai, et en fait on était dans l'ancien quartier punk trash en dessous de Houston. Et alors que là on était de l'autre côté de la terrasse de l'appartement de David Bowie, quoi. Entre-temps, c'était les quartiers les plus chers de New York. Bah, ça, la gentrification. Hein. Mais d'ailleurs, je tiens à dire, je voudrais savoir, j'ai une question à te poser. Parce que moi, surtout avec les 25 ans de Friends, moi je suis une grande fan de Friends, et l'espèce de blague un peu facile que tous les Américains, mais entre-temps aussi les Français, font toujours sur Friends, c'est le fait qu'ils n'auraient pas pu payer... Mais justement, ils n'auraient jamais pu payer le loyer. Mais ça, c'est écrit dedans. C'est parce elle a la chance du rent control. C'était ma question. Parce que, en fait, moi, je sais... Et puis, pour le coup, j'ai des amis new-yorkais qui vivaient dans ce quartier-là dans les années 90, qui n'était pas du tout un quartier aussi cher, et qui surtout avaient certains vieux appartements qui étaient rent controlled. Et moi, l'appartement dans lequel on a squatté, c'était un 3 pièces à Mulberry Street. Il coûte, la nana paye $600 par mois de loyer. Ce qui est rien à New York. Au-dessus de Nolita, c'est de plus en plus rare. Hein, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que dans Friends, ils l'expliquent. Tu vois, ils disent c'est le bail est au nom de la grand-mère, c'est rent control, c'est illégal. Donc, est-ce que tu parles de ça dans ton livre? Oui, j'en parle. Est-ce que tu rétablis la vérité pour qu'on arrête de dire des conneries sur Friends? Bon, bah, c'est pas illégal, mais disons qu'ils ont, je pense, dans Friends, poussé un peu les limites voilà, c'est la grand-mère, donc ça reste dans la famille, on a le droit de... C'est pour ça qu'on en arrive à avoir l'appartement que tu viens de mentionner, c'est un prix hallucinant, mais si en même temps, à chaque fois, ça a été passé d'un membre de la famille à un membre de la famille à un membre de la famille, je crois qu'on reste dans le cadre de certaines règles. Dans la saison 4, ils disent littéralement, hein, le super, il dit que s'ils les dénoncent, elles vont se faire virer. Ouais. Il dit, il utilise les moyens de pression, il dit, Monica et machin, il s'engueule avec Joey. Sous-location illégale. Ouais, je peux les faire virer si je veux, suffit que je dise au proprio que c'est pas sa grand-mère, mais c'est elle qui habite là. Ouais, bon, donc les limites ont été là pour le coup dépassées, et c'est pour ça aussi qu'à la fin, finalement, ils disent au revoir parce qu'ils savent que cet appartement, c'était aussi quelque part un peu en fait, c'est représentatif de la série où ils étaient un peu stoppés dans le temps entre deux âges, entre voilà le début de l'entrée dans la vie professionnelle et dans la vraie vie, et il est temps de grandir, et c'était aussi un peu symbolique le fait qu'ils quittent l'appartement. Ouais, il y a le symbolisme est très fort dans cette dernière scène. Plus la douleur de voir cet appartement vide, mais. Et puis les clés, quoi. Enfin, le coup des clés, c'était génial. Toutes ces clés là, c'était pas normal, ouais. Ça donne vraiment envie de le lire, en tout cas.
Ah bah, c'est gentil. Et juste pour rebondir sur, effectivement, c'est vrai qu'à New York, les choses changent souvent très vite. Et du coup, aussi parce que chacun est fan différemment et que peut-être que le lecteur est intéressé par certaines séries et moins par d'autres, on a aussi une application en ligne où en fait Ouais. l'idée c'est d'encourager aussi à la navigation un peu plus soit par série, soit par type d'adresse. Et l'idée, c'est aussi de garder à jour, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ferment ou qui sont dans le livre mais qui n'existent plus, Mhm. d'être vraiment plus à jour sur l'appli. Donc, Ouais, elle marche ça se très bien trouve. d'ailleurs. Comment? Elle fonctionne très très bien cette application. Ouais, voilà. Donc, j'ai travaillé avec un web designer et l'idée, c'était aussi, bon, peut-être à terme, de pouvoir créer ses propres itinéraires Hmm. et de construire ses adresses comme ça. Donc, Donc voilà, mais c'est intéressant parce que je trouve que effectivement l'idée c'était d'être exhaustif, de faire des recherches, d'essayer vraiment d'apporter des éléments. Mais Mhm. après, on peut pas, je suis pas forcément une experte sur toutes les séries new-yorkaises et tous les épisodes, mais c'est ce que tu disais, Yael, avec cette connexion émotionnelle un peu, et c'est ça que je trouve intéressant avec les lieux de tournage, c'est que on est tellement fan qu'on a un peu envie de prolonger cette expérience. Ouais. Ouais. Et maintenant, avec le streaming, où finalement on consomme des séries peut-être plus vite parce que c'est toujours la course pour finir sa liste de séries en cours, c'est Mhm. peut-être une façon finalement de prendre le temps de dire ben, je donne un peu une extension de vie à cette série que j'ai tant aimée et que maintenant je vois un peu. Alors parfois on est déçu, hein, parfois c'est pas forcément. euh, le lieu est un peu vidé, mais de sa signification, mais en même temps, on a cet attachement émotionnel et aussi cette envie de maintenant, bon, c'est ça, on le met sur les réseaux sociaux, on se prend en photo, on se montre. Donc c'est un peu voilà, je suis un vrai fan, je suis allée dans cet endroit. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est un phénomène intéressant à suivre. Ouais. J'ai une petite question qui vient du chat qui part un peu de ces voilà du livre de New York. On me demande si ce genre de livre est prévu aussi pour Paris ou la France en général. Alors, on me pose souvent cette question. A priori, le prochain, ce serait Los Angeles, puisque là encore un corpus très riche de séries et en Mhm. fait plusieurs villes dans la ville. C'est ça que je trouve super Ouais. avec Los Angeles, une ville Tu que as je besoin connais. d'une assistante, je pense. Non? C'est Quelqu'un qui peut possible. t'accompagner, Tu qui peut m'as l'air d'avoir une t'orienter. connaissance vraiment exhaustive, donc J'ai même mais des amis à Los Angeles qui peuvent nous héberger. Je dis ça, je dis rien. je prends note, je prends note. Pardon, désolée. Euh, Continuez la non, non, conversation. mais écoute, pourquoi pas. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur les productions françaises et le fait qu'on est en retard, je pense C'est très que joliment, c'est très délicatement dit. oui, je suis peut-être un peu J'apprécie ta moins. diplomatie, oui. Voilà, tu es encore plus dur. Mais non, je pense que Paris, peut-être qu'on n'a pas assez de À matériel. Paris, il faudrait faire un truc sur le cinéma. Voilà, et comme ça a déjà été fait pas mal, Mhm. je pense que soit il faudrait attendre un peu qu'il y ait plus de choses, ou voilà, il y a des séries françaises que j'aime beaucoup, mais elles sont pas parisiennes. On a la série très atmosphérique Les Revenants, c'était une image de la France qui était assez envoûtante, mais bon, voilà, on peut Ouais. pas faire un guide sur ça en particulier. Donc Voilà. non, pour l'Europe, pour l'Europe, donc après le Brexit, quand Londres ne sera plus en Europe, pour l'Europe, on aimerait peut-être faire, je blague, mais la Scandinavie, ça pourrait être intéressant. Ah, c'est beaucoup plus rare ça effectivement. Ça peut être très très Ouais, donc intéressant. là, Ouais. bon, ce serait pas une seule ville parce que, Ah non, il y aurait encore plein de une trucs fois, avec des forêts et tout, des endroits paumés avec des lacs. ouais, Trop et cool. Moi, voilà, moi, j'organise mes vacances tout de suite, hein, pour suivre le guide. super. Bon voilà. Alors justement comme ça la question est répondue. Donc voilà, tu l'as fait. Il y a des choses que t'as pas pu ajouter dedans, ça c'est clair. Il y a des choses qui ça arrivait trop tard ou un peu au moment où c'est parti en impression. Mhm. Mais est-ce que il y a un chapitre vraiment, si tu pouvais là maintenant faire un ajout, une annexe que tu voulais rajouter, ce serait quoi comme chapitre? J'avais un chapitre, je pense, qui aurait été intéressant.
D'abord parce que j'adore la série Unbreakable Kimmy Schmidt, que je trouve extrêmement new-yorkaise, mais d'une façon très spéciale. C'est sûr. Une série que j'ai aussi envie de voir et de revoir parce que ça va tellement vite que je me dis qu'elle aurait, justement là, pour le coup, ça aurait été un luxe de pouvoir la revoir, écrire dessus. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec cette série, donc de cette jeune femme kidnappée quand elle a 15 ans et qui ensuite est libérée à 30 ans, c'est qu'elle redécouvre New York avec cette innocence, ce plaisir, ces yeux d'enfant. Et donc ça aurait pu être un peu un chapitre sur vraiment la première fois à New York. Qu'est-ce qui sont les choses vraiment à faire. Donc ça pourrait être un chapitre, une visite sur cette découverte un peu de New York, à la fois naïve mais aussi enfantine, et peut-être aussi justement des adresses pour les enfants, pourquoi pas. Voilà, donc j'aimais bien ce côté, une toute première fois à New York. Non, oui, effectivement, c'est une des dernières séries qui a une vision très déformée, très cartoonesque de New York, et c'est vrai que ça aurait pu changer et par rapport à l'histoire. fondamentalement réaliste, hein, je pense au fait que, enfin, tu dis ça et du coup tout de suite je pense à l'appart, quoi. Ouais, et puis oui, bah oui, ça oui. Ça c'est tellement, ça parle tellement, quoi. Et non, ouais, avec, enfin c'est. En plus, on a plusieurs personnages new-yorkais qui sont représentatifs de plusieurs types de New-Yorkais, ouais. Donc une qui est mentionnée, mais pas qui n'a pas son chapitre entier dans le livre. Et lors de tes recherches, voilà, de toutes ces analyses, etc., est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme tu l'aurais voulu, ou tu as eu des complications, des choses qui t'ont un peu bloqué lors de tes recherches, ou finalement ça s'est passé comme tu le voulais et il n'y a pas eu de problème? Non, en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai été plutôt surprise, c'est-à-dire que je me suis aussi imposée de voir des choses, parce que l'idée c'est que je voulais être, donc encore une fois, exhaustive, ou en tout cas de traiter les thèmes new-yorkais qui me paraissaient les plus forts. Et donc j'avais des choses qui étaient peut-être pas forcément une affinité pour moi naturelle, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire mais balance, c'est quoi? Le chapitre sur les séries policières, en fait. Donc tout le côté procédural, donc ces épisodes quand même qui sont assez qu'on peut voir un peu comme un espace clos, et qui sont produits, il y en a tellement, mais c'était vraiment un pool de séries intéressant pour l'histoire de la télévision américaine. C'était aussi en fait un peu les premières séries vraiment à tourner dans les rues de New York, parce qu'elles voulaient avoir ce côté authentique, un peu crade, un peu dangereux. Donc il y en a qui sont plus réalistes que d'autres, mais en fait c'est notamment la franchise Law and Order qui a vraiment explosé dans les années 90. Voilà, l'idée c'était de s'inspirer de faits divers new-yorkais, de filmer dans les rues, et c'était aussi un peu le début de l'initiative Made in New York. On a vraiment encouragé finalement les productions locales avec des baisses d'impôts, etc. pour... Enfin, c'était ironiquement, l'idée c'était de montrer la ville, de faire revenir les touristes, de montrer que voilà, New York était une ville qui fait et en même temps les premières séries qui ont vraiment tourné dans la rue, c'était un peu les séries coupe-gorge, voilà. Oui, c'est vrai, en fait, c'est ça qui m'a fait rire justement dans les explications dans tout le livre, c'est que tu en parles, voilà, de ces aides qu'il y a eu, voilà, du passage des années 80, années 90, et où New York commençait à essayer de se refaire une image, parce que c'était pas non plus la joie. Et c'est vrai que le premier réflexe qu'il y a eu, c'était on va faire des choses avec des policiers. Et des trucs pas très cool, parce que en fait oui, on en sort, donc c'est peut-être plus facile au niveau inspiration, mais c'est drôle. J'ai une autre question qui est une question donc depuis tout à l'heure, qui sont vu que j'ai pas lu le livre, je pose des questions sur ce qu'il y a dans le livre. Est-ce que tu mentionnes les séries qui ne se passent pas du tout à New York mais qui sont filmées à New York? Oui. Oui, alors oui, je crois que... Je pense à The Good Wife, spécifiquement. Oui, je mentionne The Good Wife. Je dis aussi que j'aurais aimé faire un chapitre sur les Hamptons, qui est un peu... C'est pas tout à fait New York, mais c'est la plage à New York. Ouais. Mais
j'en fais plutôt une liste, j'ai pas été dans les détails. Et je pense que ce qui aurait pu être fun aussi, mais alors ça, j'ai pas du tout abordé, c'est les séries non new-yorkaises qui ont un épisode spécial New York. Ah Là, ouais. encore une fois, Tome c'est 2. un peu, est-ce qu'on est dans le réalisme ou dans le cliché? Et il y en a C'est pour des... le tome 2, ça. Tu vas Voilà. faire le tome 2 un peu. Et justement, tu parles de tome 2, mais est-ce que les envies, je suppose, mais est-ce que tu aurais la possibilité de faire un livre qui ne soit pas forcément un guide, mais vraiment une analyse encore plus profonde que ce qu'elle est là? Bah oui, enfin, je pense que moi, C'est un peu tôt, mais bon. c'est mon approche à la base. Et là, justement, Ouais. les livres, l'idée, c'était de montrer ma démarche, de montrer mon travail. Et après, là, je travaille plus sur des articles ou des choses comme ça qui pourraient finalement, ça me permet aussi d'aborder d'autres choses. Oui. Et oui, non, je pense que là, en fait, par exemple, je pourrais publier quelque chose séparément sur une série new-yorkaise que j'ai pas pu aborder dans le livre, qui parle de quelque chose de différent, qui m'interpelle. Donc c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir avoir éventuellement un autre projet de livre, mais sinon aussi de faire un peu une collection d'articles en continu et qui garde un peu le même angle d'analyse socioculturelle. Oui, parce que c'est ça qui est bien justement dans le livre, c'est toute cette analyse-là, moi, c'est ce qui m'a le plus plu, puis le côté justement de pouvoir remettre des points, mais à plusieurs moments, je me suis dit, en fait, j'aurais aimé que l'idée développée jusque-là, elle continue encore un petit peu, et, parfois c'était un peu frustrant, parce que c'est, bon, bah ok, d'accord, mais ça continue un petit peu malgré tout avec des petits liens entre les chapitres, dans les bonus, même dans les bibliographies, même dans les points qui étaient expliqués, qui ramènent vers des articles ou vers d'autres livres. C'est sûr qu'une fois qu'on a terminé ça, on a de quoi lire pendant au moins une bonne année, je pense, finalement. Et puis regarder des séries aussi. Oui. Non, mais en fait, l'idée c'était aussi de garder peut-être un format plus ludique ou plus facile d'accès, peut-être justement avec le côté fan et d'inciter à la découverte, donc là dans le voyage, mais aussi la découverte dans l'histoire de la ville, etc. Mais c'est un peu le paradoxe parce qu'effectivement, si vous allez en librairie pour acheter mes livres, soit vous les trouverez au rayon voyage, où oui, ce sont des guides de voyage, mais en même temps, on n'achète pas forcément le livre parce qu'on va à New York, c'était aussi vraiment des essais sur la télévision, mais en même temps, toutes les librairies n'ont pas encore, et c'est dommage, de rayons entièrement consacrés aux séries. Donc c'est ça, on est un peu entre les deux, et j'ai autant aimé écrire les introductions qui sont plus longues et qui sont plus dans la recherche, dans la mise en contexte, etc. Et après, c'était aussi très intéressant de prendre un peu le téléspectateur par la main et d'essayer de montrer comment dans la ville on pouvait avoir reprendre ce thème ou cette identité de la série dans des adresses et en même temps continuer les explications. Donc dans le chapitre Sex and the City, on passe un peu, donc c'est des quartiers qui sont liés, mais j'ai beaucoup aimé la partie visite sur le Meatpacking District, parce que c'est vraiment un quartier dont l'histoire récente a évolué. Donc c'était le quartier des abattoirs, et maintenant c'est plus un peu les boîtes de nuit branchées, les magasins de mode très pointus. Donc on a eu une évolution et qui a été vraiment montré en direct en fait par Sex and the City, notamment le personnage de Samantha qui déménage dans ce coin-là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que même dans le côté plus visite, il y avait matière à dire pour Girls, je parle de l'architecture à Brooklyn, etc. Donc ça me permettait aussi d'aborder des aspects qui étaient moins purement série, mais qui étaient dans le contexte de cette découverte par les séries. Et petite question en plus, mais je pense que je vais la poser, même si je pense avoir un début de réponse, c'est que là on est dans le côté visite évidemment, avec des photos, des lieux réels, mais je n'ai pas, en tout cas si je l'ai vu, j'ai dû déjà l'oublier, mais il n'y a pas de série animée citée. Mais ça c'est surtout parce que voilà, en gros il n'y a pas dans les séries animées en général, il y a
pas forcément un lieu particulier qui est vraiment dépeint comme il doit l'être, et c'est plus difficile de faire le lien entre la série animée et le côté réel. Bah, je me suis posé la question, parce qu'encore une fois, ça aurait pas été exclu. Je veux dire, si on a des séries qui sont tournées à Los Angeles, qui sont new-yorkaises, on peut avoir des séries qui sont dessinées, qui sont new-yorkaises. C'est plus que, j'avoue, c'est pas mon type de série préférée. Et donc, je saurais même pas, par exemple, laquelle t'as en tête, ou est-ce que Mais t'en as en tête? Question, Archer, c'est à New York ou pas? Non, Je sais pas. Non? non. Et- Par contre, je pensais à The Non. Critic. Oh là là, oh là là. Non, mais ça, ok, ouais. Waouh. Mais je prends cette note, C'était un deep dive, mais ça se passe où, Archer? Alors, le Parce truc c'est qu'ils partent à Los Angeles, Ouais, dans les dernières saisons. Donc je me demande si les premières saisons, c'est pas New York. mais j'ai un doute parce qu'il brouille souvent les pistes en fait. Eh Et, bah oui, parce que pour le ben, coup, si tu connais pas Archer, je te conseille parce que Ok. c'est un mélange de comment expliquer Archer? C'est un mélange de une satire James Bondienne oui, c'est Ok. ça. avec un type infect au centre, mais qui est en réalité complètement conscient de la misogynie et du racisme systémique de notre monde. C'est très difficile à expliquer autrement, mais c'est vraiment ça. Non, mais ça a l'air Et de. en fait, Enfin, ils sont habillés comme dans Mad Men, sauf qu'ils ont Ouais. des ordinateurs. Enfin, clairement, ça se passe aujourd'hui au niveau de la technologie, Mais c'est à mais New leurs York. C'est à ordinateurs New York. ressemblent à des Minitel. Oui, je Et du vois. coup, j'ai ils vérifié, c'est jouent bien à sur New la- York. C'est bien à New Mais on York. sent l'ambiance new-yorkaise déjà dans Non. la description que tu fais. Non, ok. Mais non, et puis la musique, l'intro, c'est jazzy, c'est. Enfin, tu regarderas Archer et tu verras, c'est sur Netflix en plus. Super. Tu regardes Ouais. Archer, alors au début c'est très trash parce que le premier épisode est un peu violent, mais Un c'est peu. extrêmement intelligent et c'est en fait extrêmement humaniste comme série malgré ses Bah, apparences. super. Je suis toujours à la recherche de recommandations Et et qui sait, ne surtout pas regarder avec des enfants par contre. Vraiment, vraiment pas. pas de Non, problème. Archer, c'est vraiment un type d'humour très, très particulier et faut parfois un peu s'accrocher. Effectivement, je vois qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais oui, Et non, mais ça a l'air d'un humour gras alors qu'en fait c'est un humour Non, c'est un mais humour intello. il faut lui laisser le temps. Ça, C'est ça, c'est sûr. faut faire confiance à la série en fait. Et alors, Ouais. il y a quelqu'un sur le chat qui demande, voilà, c'est un peu plus technique, mais comment... Donc, il est en train d'écrire un livre et il aimerait savoir comment toi, tu t'es fait publier. Est-ce que... voilà, comment tu t'y es pris? Alors, est-ce qu'on a encore 1 heure de Non, mais podcast? bon... Ah non, j'ai Non, toutes les bah, recommandations moi. Pardon. j'ai eu une partie de chance, c'est sûr, Ouais. parce qu'en fait, quand j'ai publié cette série d'articles dont je parlais au début, et que je me suis dit, finalement, est-ce que je pourrais pas l'utiliser un peu comme une carte de visite pour essayer de pitcher un projet de livre comme ça, Mhm. qui avait pas encore d'ailleurs le format guide de voyage du tout dans l'idée initiale. Un concours de circonstances, j'étais à Sérimania et on m'a pointé vers un éditeur qui lançait une maison d'édition spécialisée dans les séries. Et donc c'est avec lui, Sébastien Mir, que j'ai travaillé au début. Ah oui, Mais Pardon. je Non, mais vois. je connais très bien Sébastien, donc je vois tout à fait Du coup, je vois tout à fait de quelle période tu parles. Oui, vas-y, continue. ouais. Donc maintenant, la maison d'édition, elle n'existe plus, mais j'ai continué avec un autre éditeur qui là a voulu mettre le projet en 2 langues et en faire vraiment une collection avec New York et Londres. Donc en fait, les choses se sont agrandies et donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre un congé sabbatique pour travailler sur Londres. J'ai pris 3 mois off pour le faire à plein temps, alors que New York, je le faisais vraiment en parallèle de mon job. Donc, enfin voilà, c'était un parcours de longue haleine, mais j'avais la chance vraiment que effectivement, je savais que a priori il y aurait un aboutissement. Donc, quand on écrit, quand c'est long, quand c'est dur, voilà, c'est sûr que ça m'a porté et donc je pense que, enfin, il y a plein de en fait, ce qui est super, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont intéressés par les séries. Donc, normalement, il y a une audience. Après, il faut trouver voilà, le bon angle, quelque chose qui parle aux éditeurs. Voilà. Voilà, bon, bah, j'espère que ça aura répondu en tout cas à la question sur le Je pense chat. qu'il faut pas se poser trop de questions en amont.
faut pas penser que si on se prépare 200 000 fois et qu'on a exactement la bonne stratégie, c'est comme ça que ça va marcher. Je pense qu'il faut parler à plein de gens, parler autour de soi, écrire, avancer, rencontrer des gens, se renseigner, ne pas avoir peur. Voilà, c'est comme tout le reste, it's a hustle. Voilà, et après, ce sera pas forcément un livre, ou ce sera pas forcément un livre, ça peut être un livre en autofinancement. Enfin, il y a plein de, voilà, il y a plein de. L'important, c'est d'avoir un contenu, d'avoir des choses à dire, et d'essayer de trouver un débouché qui trouve son audience. Mais non, c'est sûr, j'ai eu de la chance parce que les livres, ils sont très beaux. Enfin, le design, voilà, Ouais. ça, c'est quelque chose qui était une contribution de la maison d'édition. Le fait qu'ils sont sortis en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça c'est vraiment génial pour ça parce que là j'avais tout de suite enfin voilà, donc c'est moi qui l'ai écrit dans les deux langues, donc c'était ça aussi, c'est qu'il y avait la phase d'adaptation que je pouvais faire moi-même, mais après c'était une chance d'avoir ce défi de pouvoir le faire en plusieurs langues pour qu'il sorte plus largement. Et quel défi en tout cas. Bravo à toi, parce que franchement là c'est un énorme boulot. On va passer plutôt maintenant sur la fin. On parlait plus de ton côté sériephile, qui est voilà, quel genre de sériephile es-tu, les séries que tu regardes en ce moment par exemple. Moi je suis une cinéphile convertie sériephile. D'accord. Vraiment, mon parcours, c'était plutôt l'histoire du cinéma hollywoodien, le cinéma classique, ou comment les films étaient un peu des objets d'études historiques ou culturelles. Donc vraiment, j'ai toujours regardé des séries. Hein, je pense comme tout le monde, ou la génération millennial, voilà, c'était mes premières séries de chevet, c'était Friends, Urgence, Dawson, je peux dire ça. Oui, oui, tu peux On dire Dawson. Tu peux dire Dawson. Dans la voix, s'il te plaît. Voilà. Et du coup, donc vraiment une obsession de la culture américaine. Donc ça a été vraiment mon point d'entrée. Et puis en fait, je trouve que dans l'univers pop culture actuel, peut-être que les séries ont plus de choses à nous dire, ou une palette de voix, de liberté qui est peut-être un peu plus diverse que pour les films, ou en tout cas, je sais pas, je me retrouve plus dans aussi ce rythme de consommation de la série. Donc, qu'est-ce que je regarde en ce moment ? Je regarde Succession, comme je disais. Je suis pas précurseur pour ça, mais je suis incroyablement fan de Fleabag, donc je vais le placer là maintenant. C'est dans le livre Londres. C'est vraiment la série qui m'a marqué de l'année. Voilà, donc non, j'essaye de suivre tout, mais c'est vrai que j'aime bien aussi parfois consommer en décalage avec un peu ce qui se fait là maintenant tout de suite, parce que au final c'est difficile de tout voir, donc parfois je garde et je consomme. Donc là je voudrais finir Orange is the New Black à mon rythme bientôt. Je n'ai jamais absolument regardé Game of Thrones, mais ça tombe bien puisque si on pourrait faire un guide des lieux de tournage, mais ce serait à travers toute l'Europe, donc bon, on verra. Mais non, c'est voilà, donc plutôt des séries urbaines effectivement, et plutôt américaines. Et tu es plus dans le côté drama plutôt que comédie. Comédie, j'aime beaucoup The Good Place, mais ouais, je trouve que c'est plus délicat la comédie. Il n'y a pas tant que ça de comédies qui m'ont fait autant rire que Friends, et en fait je trouve plus intéressant les comédies un peu à la frontière, entre la comédie drame, dramédie, et c'est vraiment ce qu'on trouve en fait, c'est ce qu'on trouve peut-être de mieux maintenant. C'est ça, c'est que les frontières sont moins rigides et on n'est plus dans la sitcom ou dans le... voilà. Ça dépend. Tu vas voir, attends mes recommandations. Ah, j'ai hâte. Et donc niveau actualité, parce que voilà, il faut quand même le dire, donc dans pas très longtemps, il y a la Comic-Con. Ouais. D'accord. Et donc voilà, à Paris. Et donc tu y seras pour justement pour tes deux livres, découvrir New York et découvrir Londres en série.
Tout à fait. J'y serai donc à la table de mon éditeur qui est Hugin et Munine. Oui. Et donc, ils m'ont dit qu'il y aurait des séances de dédicaces les 3 jours à partir de 17h. Mhm. Si vous voulez une copie dédicacée, venez. Donc, c'est le 25, 26, 27 octobre à Paris. Et je serai ravie de vous y voir, c'est ça? Moi, ça va être un peu compliqué, mais ça aurait été vraiment avec plaisir. Bah, moi, je vais clairement passer à ta table, ça c'est sûr. Bon, bah super. Et bah, j'espère qu'on rencontrera aussi des auditeurs. Voilà, donc si vous êtes sur Paris et vous êtes à la Comic Con, n'hésitez pas justement à aller faire un petit coucou. Achetez le livre, les livres, comme vous voulez. Je vous le dis tout de suite, je n'y touche absolument rien. C'est juste que ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un livre que j'ai vraiment dévoré et c'était le risque que j'ai pris. Je me suis dit, je vais inviter la personne, j'ai pas encore lu le livre. Cet homme, je vais détester, ça va être une horreur. Ça aurait été un autre type de conversation, effectivement. Mais pourquoi vous avez écrit ça? Ça aurait Non, pu être bah, intéressant, merci. mais ça aurait été bizarre. Je suis vraiment très contente. C'est tout ce qui me fait. Enfin, ça peut pas me faire plus plaisir que voilà que des fans de séries se retrouvent dans les livres. Mm. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un honneur et un plaisir. Donc voilà, merci encore. Voilà, donc maintenant, moi, je vais pouvoir passer le livre à ma femme, qu'elle va pouvoir le lire. Et elle aura le même sentiment que moi à la fin. C'est quand que j'y retourne à New York. Tu sais, pour parler un peu de façon très personnelle, j'ai souvent des moments où il me faut des photos, il me faut des trucs, voilà, il me faut du New York. Et j'ai trouvé il y a pas très longtemps une vidéo d'à peu près 4 heures en 4K sur YouTube où c'est juste une personne qui se balade à New York dans tous les quartiers. Et juste entendre les bruits, ou de temps en temps voir une image, parce que je fais ça genre au travail, je le mets de l'autre côté, juste entendre les bruits, ça me fait du bien. C'est étrange. Non mais c'est drôle que tu dis ça parce que quand j'étais donc mes premières fois aux États-Unis c'est quand j'étais adolescente et après j'étais tellement en manque que j'essayais de trouver parce qu'à l'époque c'était plutôt des webcams live de oui, j'en ai regardé aussi quelque ça. chose et c'était juste me dire mais là en fait c'est en train de se passer en ce moment là je vois les États-Unis en live. La webcam sur Times Square où il se passait rien parce qu'il était trop tôt ou trop tard. Exactement. Voilà, mais c'est sentiment. Mais c'est ça, à New York, c'est des odeurs. C'est à chaque fois que j'y retourne, le premier truc, c'est la voix du métro. De la personne métro. C'est dingue, hein. Et Londres est aussi comme ça pour d'autres. Est-ce que vous trouvez pas que le mec dans le métro, il a la même voix que Paul Bettany? Mais en même temps, Paul Bettany vit à New York, hein, donc. Non, mais genre c'est Jarvis qui parle dans le métro. J'ai jamais vu ça. À un moment, j'ai essayé de l'enregistrer quand j'étais à New York. Il faudrait faire un texte sonore, ouais. Je dois l'avoir dans mes photos et vidéos de New York de la dernière fois. J'ai enregistré. J'étais là, c'est Jarvis. Non, parce que alors, du coup, petit instant d'autopromo aussi, hein, parce que je peux pas m'en empêcher. Moi, j'ai passé 4 semaines à New York entre mai et juin avec ma meilleure amie. C'était la première fois qu'elle y allait. Moi, c'était la 3e fois. On a eu en plus un bol monstrueux parce qu'on a réussi à aller voir Seth Meyers, Samantha Bee, Trevor Noah et The View. On a réussi à choper des places pour Hamilton. On a réussi à voir Book of Mormon. Et donc, oui, non, mais on a eu du coup du bol et des gens, même si on n'a jamais passé de temps à New York, on a pas mal d'amis américains en Europe. Et en fait, ça, du coup, par exemple, The Daily Show, on connaît quelqu'un qui est la sœur d'un des writers, enfin des trucs. On a eu vraiment. D'autres, c'est juste la loterie sur Internet. Hamilton, c'est parce qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un de la prod. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir accès à des places, des house seats, même si ça coûte quand même une fortune. Et c'était incroyable. Et on a fait du coup 3 podcasts où on raconte notre séjour new-yorkais, qui sont sur mon site, si les gens veulent aller regarder. Ça s'appelle La semaine berlinoise New York. Et donc, et on raconte, on va en faire un 4e, je pense, où on parle de bouffe, mais on raconte les trucs qu'on a vus, les balades, même les trucs qu'on a regardés à la télévision. Enfin, voilà. Ah bah super, j'ai hâte de me replonger aussi. C'est sur mon site icannotSitStill.com. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Mais toi, tu parles tu as été voir Hamilton, etc.
La première fois où j'y suis allé, on a regardé ce qu'on pouvait aller voir niveau comédie Broadway. musicale à Broadway. On était voir Rock of Ages. C'est pas la même chose. C'était bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attends, nous, on a joué à la loterie, on a gagné des places pour Book of Mormon Ah non, pour non, 30 non. $. Non, 30 $ pièce pour pour Book of Mormon. C'est incroyable. 95 $, nous. Et ensuite, on a eu beaucoup plus cher, mais Hamilton, mais on a payé un quart de ce que payent les gens sur. Comme quoi, parfois. Et on il faut était au tenter la 10e chance. rang dans l'orchestre. Je sais pas si tu vois le délire. C'est Parfait. ça, The parfait. American Dream version Ah, New York. exactement. 10e rang Hamilton. Oh non, mais I still can't believe it. Voilà, Mais, Hamilton, mais voilà. Rock of Et donc, Ages. on raconte. Mais j'avoue, et franchement, de tous les late night qu'on a fait, moi j'adore Trevor Noah, mais Seth Meyers, Ah, si mais non, vous mais êtes Seth à Meyers. New York, allez voir Seth Meyers parce que t'as l'impression d'aller au théâtre en fait. Ouais. C'est un vrai show du début à la fin. Il est incroyablement drôle. Déjà juste de le regarder comme ça, voilà. C'est tellement un bonheur. Nous, on est sortis, on avait des cœurs dans les yeux. Mm. Et pourtant, Dieu sait si je suis obsédée par Trevor Noah depuis de nombreuses années. Ouais, mais c'est pas Et, pareil. C'est pas le même genre d'ambiance, c'est pas le même genre de Non, public c'est pas visé pareil, ouais. et de présentation non plus. Et cette manière, c'est gratos. Vous allez sur One Iota sur Internet et vous essayez de vous inscrire. Et c'est voilà. Bon. Bah, plein de tips. Plein de tips, merci. On va Il est passer. temps qu'on y retourne. Oui, exactement. Il est temps qu'on y retourne et en attend que je vais te laisser. Allez, quelques minutes pour faire une recommandation. Parce que là, je pense que j'essaie de vérifier combien de temps. Je vais faire un truc. Ça fait 1h30. Je vais faire un premier truc qui est que j'ai regardé donc tous Attends, les pilotes. Je Oui. suis obligé de mettre un truc d'abord, c'est obligé. Ah, pardon. Parce que si on sépare pas les chapitres, après ça râle. Ouais. Tu as raison. Moi aussi, c'est bien. Donc, toi, tu as regardé les choses pour la rentrée. J'ai regardé tous les pilotes de la rentrée et j'ai déjà une première grande théorie unificatrice qui est que cette année, on est obsédé par le trauma. Alors, vous me direz, les traumas dans les personnages, c'est normal. Je suis bien d'accord, sauf que là, c'est un peu impressionnant. Entre Evil, Prodigal Son, Stumptown, où il y a du PTSD, il y a l'autre, The Unicorn, où il y a quelqu'un qui est mort. Enfin bon, tous les personnages sont hantés par soit des secrets de famille, soit des trucs traumatiques qui leur sont arrivés, soit des démons intérieurs. Et je trouve ça quand même assez drôle de regarder qu'à travers plein de genres très différents, tout le monde est obsédé par la même chose. Ma théorie, c'est le résultat du post-Trump traumatique stress disorder. Ah bah, je pense que de toute façon... Ils ont parlé l'année dernière, toutes les séries de la rentrée 2018, pour moi, une grande partie, et c'est pour ça que j'ai adoré cette rentrée, c'était des séries sur des gens compétents qui faisaient bien leur travail. Et là, 1 an plus tard, c'est comment on survit au trauma. Non mais je pense que c'est clairement ça. C'est il y a à plus ou moins grande dose de bien Trump. faire en survivant au trauma. La plupart des séries, c'est quand même des gens qui essayent de faire mieux, quoi. Mais même Sunnyside, Perfect Harmony, même les séries qui ont l'air de... Enfin, il y a toujours une espèce de truc de recommencement. On va reconstruire, on va Unicorn refaire. Bah oui, The Unicorn, absolument. Même Bluff City Law, il y a l'histoire d'un secret de famille. Almost Family, il y a un secret de famille. Mixed-ish, c'est sur le trauma de découvrir qu'on est... Enfin, de l'injustice raciale, voilà. Mais... Enfin, c'est vraiment Prodigal Son, n'en parlons même pas. C'est vraiment impressionnant à quel point toutes les séries se répondent. Ouais. Et donc, je voulais préciser que mes préférés dans ce lot de nombreuses séries, ce sont Stumptown en numéro 1. Oui. Parce que ça fait un plaisir fou de retrouver Commissaire Smulders dans un truc que j'aime. Je pense que Jake Johnson a été fait pour jouer ce rôle. De toute façon, Jake Johnson, il est fait pour tenir un bar. Oui, absolument. Et le truc, c'est que depuis New Girl, j'adorais dans New Girl, sauf que des fois, il était tellement con sans raison, je comprenais pas pourquoi. Oui, il y a un effet de Joey. Con parfois, et là, du coup, il est parfait. C'est ça. Parfait. Cette série, j'ai vu les 3 premiers épisodes, je suis complètement fan. Donc ça, c'est numéro 1. Il a la barbe soyeuse aussi. Pardon ? Il a la barbe soyeuse. J'ai remarqué ça par rapport à New Girl, c'est con. C'est vrai. Et le flic, il jouait dans un truc de flic chelou avec un mec... Enfin, il a joué dans d'autres séries de flics avant qui n'ont jamais dépassé les 12 épisodes, mais que j'aimais beaucoup. Un truc avec un robot. Et donc, il y a le truc avec le robot, mais il y a aussi le truc où c'était... c'était 2 partenaires qui, du coup, allaient... Ils étaient forcés à faire de la thérapie de couple avec un groupe, mais eux, ils étaient partenaires flics.
Alors, Et, Michael Ealy, dans quoi, et ça s'appelait un nom comme ça sur le fait qu'il était en thérapie. Je sais plus ce que c'était. Tout à fait. Avec le mec qui dans Avengers est celui qui joue à Galaga sur l'ordinateur dans. Il y avait Secret and Lies, il y avait Almost Human pour lui, mais après, je sais pas. Mais non, Bref. il y avait un autre truc. J'ai rêvé ou pas? Ah bon, passons. Je retrouverai le nom. Oui, je sais pas. Non, mais peut-être que ça se trouve, je confonds avec un autre acteur. Possible. Je confonds avec un autre acteur noir, c'est que ce serait horriblement, humiliant. Alors, sinon, je suis très fan de Bob Hearts Abishola. Ah bon? En parlant de, oui, en parlant de sitcom traditionnel, je suis très fan parce que déjà, j'ai confiance. Ça aide d'avoir confiance en Chuck Lorre, c'est-à-dire que dès le départ, je n'ai pas peur de ce qui va. Enfin, voilà, je me méfie pas de ce qu'il fait. J'ai vraiment confiance. Et du coup, je me permets de regarder plus d'épisodes. Et je trouve que c'est une série qui parle d'un sujet dont on ne parle pas, qui est l'immigration. Et elle en parle de façon frontale. Et moi, ça m'a énormément plu, surtout qu'il y a un truc qu'ils ont fait dans l'épisode 2. Donc, je spoil un tout petit peu. C'est donc l'histoire d'un homme, j'ai envie de dire l'américain moyen, mais qui a une petite entreprise, qui a une crise cardiaque et qui se réveille à l'hôpital et qui commence à crocher sur son infirmière qui vient du Nigeria. Et du coup, retourne la voir à l'hôpital pour essayer de la dragouiller. Elle lui dit non. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans l'épisode 2, du coup, il ne la poursuit pas. Ouais. Dans l'épisode 2, il va pas lui courir après. Il va pas la chercher. C'est par contre, effectivement, sa famille à elle qui est intéressée pour savoir pourquoi est-ce que c'est pas un type intéressant avec qui elle pourrait peut-être se marier. Et du coup, il y a quelque chose pour la première fois, on voit un personnage masculin qui est éconduit et qui du coup ne va pas dire ah bah faut que je tu vois, il faut la conquérir, faut que j'insiste, faut que je la poursuive quoi. Et ça m'a fait tellement du bien. Et puis il y a toute une scène de l'épisode 3 qui est entièrement où les deux Nigériens qui parlent et c'est sous-titré en anglais et ça m'a fait trop plaisir aussi. Et je pense que cette série a potentiellement peut être géniale. Bah, on est plus du côté du Chuck Lorre, genre Mom, que Big Bang Theory. Qui est une de mes séries préférées. Ouais, non, c'est vrai que... Mais le problème, c'est que... Et puis c'est co-créé par une nana issue de l'immigration, quoi. Si c'était un truc qui était juste entre une bande de mecs blancs qui écrivent ça me ferait très peur. Là, tu sens que c'est un truc qui est fondé sur de la réalité, quoi. Et du coup, ça m'intéresse. Quand il y a quelque chose de cohérent, en général, ça passe beaucoup plus facilement, effectivement. Et c'est par contre une sitcom totalement traditionnelle dans sa forme. Ah oui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, les sitcoms traditionnels peuvent faire des trucs... Justement, et là, je me fais de l'autopub, disant que, voilà, par rapport à C'est rigolo, où je parlais des comédies qui ne sont pas toutes des sitcoms et inversement, et je parlais surtout que la sitcom avait cette puissance de pouvoir faire passer des messages parfois beaucoup plus qu'un drama, par son côté un peu, comment dire, simpliste dans sa construction, dans son côté visuel. On enlève tous les artifices, on a quelque chose de cru, et le message n'en est que plus cru et encore plus difficile à prendre, c'est qu'on est là pour rire, et parfois on a des messages qui sont un peu plus durs, et on le prend de façon plus dure justement parce que on est pris à contre-pied. C'est vrai, ne pas sous-estimer la sitcom. Ah non. Absolument, Battlestar Galactica. Pardon, désolé. Alors, Battlestar Galactica en tant que sitcom... avec Michael Ealy, c'était Common Law, et je ne l'ai pas inventé, et c'était bien lui. Je ne l'ai pas retrouvé dans la liste quand j'ai tapé et c'est parce que ça date de 2012. Ouais, mais ça remonte, je suis remonté quand même assez loin. Et le mec, son partenaire, c'est Warren Cole. D'accord. Qui est effectivement le mec qui joue dans une scène d'Avengers, qui à un moment, il y a Robert Downey Jr. qui dit « Quelqu'un qui joue à Galaga ». Ah, d'accord, c'est parce que... Galaga, et le mec qui joue à Galaga, c'est lui. Tu sais pourquoi j'ai pas vu? Parce qu'en fait, Common Law, déjà, il y a 13 épisodes, mais c'est surtout que Google, mon ami qui est en français, m'a donné son titre français à la série. Okay. Wes et Travis. Et donc, voilà. Common Law, c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'expression, un Common Law Marriage, c'est des gens, c'est un truc légal pour dire que des gens qui ne se sont pas mariés, mais qui ont vécu comme mari et femme,
Et donc, du coup, c'est considéré comme légalement, ils ont des devoirs et des privilèges liés Un à peu leur comme le mariage. Pax, quoi. C'est pas la Non, communauté des biens. La non, ça communauté des veut biens. dire que, par exemple, Ouais. en gros, une nana un mec a vécu avec elle pendant 20 ans et ils ont fait des enfants et ils se barrent du jour au lendemain, elle a le droit de lui intenter un procès pour pension alimentaire. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Parce que leur relation est considérée comme un common law marriage. D'accord. Bon. Très bien, on aura appris ça Je aussi. sais, ça se trouve, c'est très spécifique à la loi américaine, j'en sais rien. Je ne regarde que les il y a séries des chances. américaines, donc je ne sais que ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, je connais tout le système américain. Par contre, chez moi, j'en sais rien Je du tout. voudrais quand même dire que, pour finir, que Almost Family me Oui. plaît beaucoup aussi. Ah bon. A aussi un truc sur un secret de famille. Il faut dire que je suis très très fan des actrices, D'accord. surtout Brittany Snow et particulièrement celle qui jouait dans Young and Hungry, et j'ai compris plus tard qu'elle avait joué dans Hannah Montana. Je ne sais pas son nom, mais et d'ailleurs je l'ai rencontrée Voilà. en Débrouillez-vous avec cette information-là. Non, mais c'est la meilleure copine d'Hannah Montana. Vous regardez Hannah Montana, Oui, c'est oui, pas oui, Miley Cyrus, c'est l'autre. Et elle a joué dans Young and Hungry, qui était une sitcom que je trouvais hilarante sur TBS. Emily Osment. Non, sur Freeform. C'était Emily Osment dont tu parles, comme ça je sais. Absolument, absolument. Et je la trouve très très drôle et très touchante dans Almost Family. Et je trouve que et le deuxième épisode m'a beaucoup beaucoup plu, parce que le premier épisode on sait jamais vraiment, les pilotes c'est toujours un peu voilà. Et du coup ça fait quand même pas mal de trucs que je trouve vraiment bien. D'accord. Disons, et je dirais que en fait, j'ai pour l'instant éliminé aucune série de pareil, Prodigal Son, je pensais que j'allais détester, et en fait, je suis rentrée dedans. Je suis assez impressionnée, en fait, par... tout n'est pas super intéressant, mais je trouve que chaque série a quelque chose à offrir dans la rentrée des networks, ce qui n'est pas toujours le cas. À la limite, Sunnyside et Perfect Harmony sont mes deux least favorites. Carol Second Act aussi, ça me fait beaucoup rire. Mais et je voudrais juste dire un petit mot juste pour Perfect Harmony, qui est quand même une série qui parle de musique, et une fois de plus, où le traitement de la musique est absurde. On est dans un truc où c'est un coach de chorale. Je suis désolée, cette idée de montrer qu'il fait 3 gestes et tout d'un coup, il chante clairement en studio, enregistré en studio, c'est insupportable. C'est pire que Glee, quoi. Comment c'est possible de faire pire que Glee en mode c'est pas crédible musicalement? Je pensais vraiment que Glee, c'était... Bon, et après, ça fait partie de l'univers de Glee, donc quelque part, pourquoi pas. Le côté, on répète jamais, on n'apprend pas à chanter, on chante tout de suite parfaitement, ça m'énerve. Le mec, l'autre, il lui fait faire 3 notes, et tout d'un coup, il découvre sa voix de basse. No! Music is important. Et puis surtout, le processus créatif, le processus artistique, l'artisanat artistique sont des choses importantes. J'en ai ras la casquette qu'on fasse semblant que ça n'existe pas. Donc voilà, Perfect Harmony, Kentucky. Oh ben... D'accord. Et pourtant, c'est Bradley Whitford. Mais, voilà, Bradley Whitford, et effectivement. Et puis quand tu acceptes en fait le fait que je disais que Perfect Harmony, en fait, c'est l'harmonie des personnes plutôt que vraiment la chanson qui est en fait un truc. C'est vrai que c'est difficile de se dire là, ça a été présenté comme tel. Mais du coup, tu vois, mais ce qui est problématique, ça t'accepte, t'acceptes pas. On dirait une série française, un truc où un concept n'est pas pris au sérieux. Le truc, c'est que... J'irai pas aussi vraiment quand même. Je veux dire, si leur but c'est de dire que l'harmonie c'est entre les gens, et ben du coup, comment on travaille à cette harmonie? Comment on doit apprendre à s'écouter, apprendre à essayer, apprendre à ne pas avoir peur de ne pas y arriver tout de suite d'abord? C'est un peu ça la leçon, non? Du coup, c'est n'importe quoi ce truc. D'accord, encore une fois, pourquoi pas. Mais de toute façon, en général, c'est ce que quand je vois les détracteurs, c'est en général ça qui ressort très très vite. Et après quelques épisodes. Après, bah là, soit tu as une tolérance plus ou moins forte sur certaines choses. Moi, ça passe parce que Bradley Whitford. Non, mais en fait c'est vraiment chaque fois que tu entends que clairement c'est enregistré en studio, en fait. Oui, ça par contre, c'est vrai que là-dessus, c'est le truc, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des moments où ça passe bien et d'autres ça passe absolument pas. Tu veux dire qu'en fait le mixeur doit être viré, en fait, c'est ça. Il faut virer votre ingé son là. Ouais, je pense. Parce que le fait que ce soit enregistré en studio, bah oui, ça on s'en doute bien. C'est un peu compliqué de faire du direct. Mais c'est vrai qu'il y a une différence du son. Et effectivement, dans le mixage, il y a un souci. Souvent, quand ils sont en chorale,
Parce que donc dans l'épisode le dernier l'avant-dernier en date, ou non le dernier en date, il y a un moment où elle chante du Dolly Parton toute seule dans le diner. C'est ridicule. Mais j'ai trouvé ça mignon Oui, c'est et mignon, drôle. mais Et puis musicalement, et là par contre le mixage, tu vois, ils se sont dit on va jouer sur le fait qu'on entend de l'extérieur et machin, et ils ont fait un peu plus de boulot. Alors qu'après, dans le truc juste après, ben c'est non, en fait, non, on fait même plus d'efforts. C'est vrai que là, musicalement, ouais, soit tu fais comme moi et t'acceptes que ça passe. Ça s'entend qu'il y a personne qui bosse sur cette série qui s'y connaît en musique ou qui aime, en tout cas, qui aime vraiment la musique. Parce que le truc, c'est ça, en fait. C'est que sinon, ou alors c'est encore un exécutif qui fait de la fuckery, c'est possible. Ouais, ou alors ils ont pas eu le budget. Qui est en train de s'arracher les cheveux, qui toutes les semaines pleure en regardant l'épisode. Peut-être. Et ou alors il y a eu un problème de budget et puis ils font comme ils peuvent. Ouais. Enfin bon, tout ça pour dire que ça me saoule. Ah, c'est sûr, c'est pas Galavant, hein. Ah bah, m'en parle pas. Et du coup, j'ai essayé. Bah voilà, dès que tu le dis mot, j'ai une malédiction quand quelqu'un dit le mot Galavant, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je regarde immédiatement les 18 épisodes. Donc voilà, ce soir, je sais ce que je fais. Ok, tu seras pas toute seule, je le fais pareil. Mais non, et j'ai quand même bien aimé le pilote de Nancy Drew. Donc, on va voir si la CW aura quelque chose à me donner sous la dent cette année. Mais voilà, c'est vrai que le pilote de Nancy Drew, c'est celui que j'ai vu dernièrement. Et effectivement, j'étais agréablement surpris dans la façon dont c'était filmé. Bah, c'est Véronica Mars, mais avec plus de meufs. Ah ouais. Parce que tu sais que là, après mon trauma Véronica Martière de cet été, j'ai écrit 39 000 signes sur mon énervement. Du coup, un des trucs qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvée à reconsidérer énormément de choses sur la série, sur les saisons précédentes. Sur ma vie. T'as tout détruit. Non, mais c'est comme quand tu quittes un mec qui te tabassait, en fait. C'est que tu te quittes et après, tu te rends compte qu'il te faisait du mal. Et voilà, et du coup, je me suis rendu compte qu'un des trucs, c'est que dès qu'il y avait une nana dans la vie de Véronica Mars, il détruisait sa relation. À part Mac, mais avec qui elle n'a jamais une relation si proche que ça, en fait. Et dans Nancy Drew, je me suis dit, plein de meufs. Voilà. Bah oui. Et donc, je suppose, toi, par contre, Marion, que niveau rentrée série, tu n'as pas encore eu le temps de voir quoi que ce soit. Mais moi, je me sens très très en retard là. Ah oui, mais j'ai même pas encore vu l'épisode final de la saison 2 de Succession, qui est ce que je suis en ce moment. Donc, je suis en train de regarder Friends, donc je suis larguée un peu. Moi, je suis en train aussi de regarder Friends, The West Wing et Psych. Mais je n'ai pas de vie. Il faudrait m'expliquer effectivement vos journées exponentielles. Je l'ai déjà donné, mon explication. J'ai 1h30 de train aller et retour pour aller au travail. Ça laisse plein de temps pour des séries. Et moi, je suis dans une situation professionnelle où j'ai un travail tous les jours de la semaine, seulement à peu près un tiers de l'année. Donc, mais je travaille tout le temps, je regarde des séries, j'écris, je pense, je fais des podcasts. Voilà, donc, ouais. Et je suis pas assez financée, je trouve, mais bon. Si vous avez, s'il y a des brokers, s'il y a des mécènes qui veulent s'inscrire, allez-y. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider, n'oubliez pas. Alors attention, l'instant pub, parce qu'on est chez Podcut maintenant. Patreon.com/Podcut. Vous pouvez donner ce que vous voulez, ça nous aiderait, pas que nous, mais tous les podcasts de chez Podcut. Donc podcut.studio. Comme ça, voilà. Ça nous aide à quoi ? Ça nous aide à parfois défrayer des choses. Et vous pourrez retrouver Paris Podcast Festival qui a lieu ce week-end, je pense, si je ne me trompe pas. Vous pourrez trouver pas mal de podcasts et de personnes des podcasts de Podcut. Comme ça, j'ai fait la petite pub. Voilà, très corporate. En continuant sur la pub, est-ce que je peux dire les panels que je vais faire à Comic-Con, que les auditeurs sachent où me trouver ? Oui, vas-y. Alors, j'ai le plaisir hallucinant d'animer le panel de Amy Hacker sur Angel, qui va être un grand moment parce que je suis une fanatique absolue. Voilà. Et donc, on va faire ça vendredi matin, par contre. Donc, j'espère qu'il y aura un peu de monde parce qu'on sera le vendredi et il y a des gens qui travaillent. J'en fais 5 le vendredi. Donc, je fais celui-là. Je fais celui avec Ross Marquand. Walking Dead, de The Walking Dead notamment. Je fais... Attends, bien sûr, j'ai perdu.
Ah bah bravo. J'ai perdu ma liste, elle a disparu. J'ai le costume designer de Umbrella Academy, ce qui va être sympa. On va parler de la création du travail qu'il a fait Qui est pour créer peut-être ça. la seule chose sympa dans la série. Exactement. Ne dites pas que j'ai dit ça. J'ai le dessinateur de la version comics de Stranger Things, saison 1, qui raconte l'histoire de Will dans l'Upside Down, qui s'appelle Stefano, j'ai oublié son nom de famille. J'ai Callan Mulvey qui était dans Hartley Cœur à vif. Voilà, je fais une heure avec Callan Mulvey dans Masterclass. Voilà. Et samedi, je refais un panel avec Amy Acker où on va parler du reste de sa carrière. J'ai les traducteurs d'un bouquin sur les Disney Villains. J'ai à nouveau Christopher Agadon, le costume designer, et aussi Lindsay Ellis, qui est une cosplayeuse. On va parler cosplay, ce qui est toujours très fun de parler avec des cosplayers professionnels. Et j'ai Gustav Skarsgård, les amis. Un des frères. Gustav Skarsgård de Viking, mais qui est aussi le frère d'Alexander. De la famille Skarsgård. Absolument. Le frère d'Alexander, de Bill et le fils de Stellan. Oui, absolument. Gustav Skarsgård, je suis à 1 degré de séparation de tous ces gens-là à partir de la semaine prochaine. Et voilà, on va parler Viking et c'est sur la grande salle le dimanche. Voilà. Et donc, je pense que je vais me faire plaisir. Et en plus, je vais avoir un peu de temps, donc je vais pouvoir me balader dans Artist Alley et je vais pouvoir aller regarder les stands de dédicaces des éditeurs qui font des trucs. On s'y retrouve alors. Voilà. Et donc, surtout, venez nombreux, venez dire bonjour, venez faire des photos. Je suis toujours contente de croiser des gens à Comic-Con qui me connaissent d'ailleurs. C'est toujours très sympa. C'est la 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18. C'est la 5e fois que je le fais avec ce Comic-Con-là et je l'avais fait 2 fois précédemment. Donc, c'est un peu la maison, quoi. Ouais, exactement. Ok, parfait. Voilà, ça fait tout un beau programme. En tout cas, ça vous fait tout un beau podcast aussi à écouter parce que là, voilà, fallait que ça arrive. Je le savais, il y avait Yael. Et c'est ça, quand je suis là, de toute façon. Et pour le coup, vous avez beaucoup parlé aussi. Pour une fois, je me suis beaucoup en même temps, c'est normal. C'est normal, nous avons une invitée de marque, c'est normal de passer du temps à parler avec elle. Voilà. On a battu un record de longueur, c'est ça? Pas le mien, parce que moi je fais des podcasts de 4 heures. Mais... Au tout début, le podcast durait quasiment 3 heures. Mais depuis le début de la saison et la fin de la dernière, on essaie de faire 1h15, maxi. Et là, on est où? Je le dirai pas. non, on est à voilà, 1h45. Ah bah ça va. Ça va. C'est correct. Et alors, attention, ça, c'était pas du tout prévu. Mais on va voir si les gens écoutent jusqu'au bout le podcast. Je vais demander à Marion de me donner un mot qui correspond très bien à son livre Découvrir New York en série. Un seul mot. Et si ce mot-là, vous me le donnez sur Twitter, avec hashtag Monsieur Série and Friends, vous serez peut-être tiré au sort pour gagner le livre. Wow. Voilà. Je peux jouer? Non. Pardon. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu iras chercher toi-même. Pardon, tu disais? N'importe quel mot? Un mot codé, un mot drôle, un mot... Oui, un mot où on sait très bien que la personne a écouté jusqu'au bout. D'accord. Alors ce sera Brooklynite, qui est donc l'habitant de Brooklyn. Ok, Brooklynite. Très bien. Voilà, vous l'avez noté. Ça va être très difficile, je le sens. Mais on peut voir les orthographes différentes. C'est ça. On verra. Tout est accepté. Oui, voilà, on va pas non plus... on va pas exagérer quand même. Hein, sinon, il y aura... Oui, mais j'ai pas très bien compris. Enfin, voilà, moi, je parle pas anglais. Bref. Ok, comme ça, vous le savez. En tout cas, merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi pour ce livre vraiment excellent. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous à ceux qui peuvent à la Comic-Con pour Marion et Yael, comme ça vous le savez. Donc, le mot de la fin a été donné par Marion. On ne donnera pas d'autres mots pour éviter des embrouilles. Et on va juste partir sur le générique de fin. Et vous souhaitez à toutes et à tous une bonne fin de semaine, de bonnes séries et de la bonne lecture, hein, parce que tant qu'à faire, c'est bien aussi de lire de temps en temps, parce que les gens qui regardent des séries lisent aussi, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire. Allez, bye bye à tout le monde. Bye.